Ok. Bon, bonsoir à toutes et à tous, donc en présentiel et en ligne, puisque cette conférence sera retransmise en direct, mais ne pourra pas être enregistrée. Donc merci d'assister à cette conférence, qui s'annonce passionnante et riche d'informations. Je me présente tout d'abord, avant d'accueillir notre intervenant dans quelques instants. Donc je vous accueille au nom de Brest Métropole, où je prends place au sein de la direction de l'écologie urbaine, en tant que responsable de la division de transition énergétique territoriale. Alors lorsqu'on parle de transition, il apparaît nécessaire de prendre un peu de recul et d'analyser la situation et le défi en ressources auxquels nous faisons face pour ne pas faire d'une solution un nouveau problème. Parmi ces ressources, certaines sont cruciales, mais restent pourtant encore assez méconnues. Au XIXe siècle, nos ancêtres connaissaient l'importance du charbon. Au XXe siècle, la nécessité du pétrole était bien comprise. Pourtant, au XXIe siècle, nous ignorons souvent qu'une transition vers un monde bas carbone dépend largement des métaux. Rares ou non, abondants mais difficiles à récolter, terres rares ou non trompeurs, etc. Ils sont pourtant bien utiles et omniprésents dans nos vies, dans la cuisine, dans les voitures, dans les airs. Nous en avons quasiment toutes et tous en ce moment un dans nos poches, que je vous demanderai d'ailleurs de bien vouloir passer en silencieux pour le reste de la conférence. Bref, les métaux sont partout et le seront certainement encore plus demain. Mais au cœur de la transition énergétique et de la révolution numérique en cours et à venir, ils revêtent également une dimension écologique et géopolitique forte. Car il faut les trouver, les extraire et les raffiner, puis se les procurer, dans un contexte où une poignée de producteurs mondiaux émergent en situation de quasi-monopole. Souvent, ces processus d'extraction et de production sont menés sans considération pour leurs conséquences sociales et environnementales. C'est dans ce contexte que nous accueillons ce soir M. Emmanuel H., adjoint scientifique, enseignant à l'IFP Énergie Nouvelle, directeur de recherche à l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste des questions relatives à la prospective énergétique et à l'économie des ressources naturelles, énergie et métaux. Il est également docteur en sciences économiques de l'Université Paris 1 et HDR, habilité à diriger des recherches de l'Université Paris-Nanterre. Monsieur H est l'auteur des ouvrages Géopolitique des énergies, paru en 2022, et Métaux, le nouvel or noir, paru en 2023. Enfin, je remercie Énergence, l'agence énergie-climat du Pays de Brest, d'avoir co-organisé cette conférence dans le cadre de notre cycle annuel Climat Déclic, qui se tient 2 fois par an sous ce format. Pour conclure, je vous rappelle que la nouvelle édition du Village Climat Déclic aura lieu très prochainement, les 16 et 17 novembre après-midi au Capucin. Nous aurons l'honneur d'accueillir Madame Françoise Vimeux, climatologue et membre du GIEC, pour une autre conférence. Sur ce, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Emmanuel H. pour sa présentation intitulée « Métaux, le nouvel or noir ». Un temps de questions-réponses avec le public, ainsi qu'une séance de dédicace de son dernier ouvrage, suivra son intervention. Je vous laisse la parole, Monsieur H., et vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction, et merci beaucoup pour l'invitation à venir discuter métaux, et notamment métaux dans la transition. Alors, ce que je vous propose, c'est, durant la prochaine heure, c'est tout simplement d'essayer de vous faire voyager un petit peu au cœur du monde des métaux, qui est le mien depuis une quinzaine d'années maintenant, et de vous faire voyager autour d'une question, quelque part, qui a été assez bien résumée par un film qui est sorti il y a quelques mois. Le livre, bien évidemment, Dune, lui, est sorti il y a plusieurs décennies, mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que finalement les métaux, ce ne sont pas les nouvelles épices du XXIe siècle, c'est-à-dire celles qui vont vous permettre notamment de voyager dans le temps, de voyager dans l'espace. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsque vous utilisez n'importe quelle technologie, notamment les technologies bas carbone, vous allez utiliser des métaux, et de par leur qualité chimique, notamment la conductivité, la résistance à la chaleur, ou notamment de par certaines, on va dire, caractéristiques, vous pouvez notamment utiliser un téléphone portable, appuyer sur votre écran, et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une application qui se lance. Derrière tout ça, vous avez des métaux, et ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, le monde sur lequel nous sommes assis, au sens propre comme au sens figuré, est un monde métallique, et la transition bas carbone et numérique dans laquelle nous allons rentrer va nous renforcer à cette dépendance métallique, bien évidemment. Je vous offrirai aussi quelques pistes de solutions pour essayer de sortir de cette gourmandise métallique dans laquelle nous sommes tombés depuis, j'allais dire, au moins 2 siècles. Alors,
lorsqu'on s'intéresse notamment à la transition bas carbone, et notamment d'un point de vue métallique, on va se poser plein de questions. On va se poser la question du combien. Combien on va en consommer ? Parce que quelque part, on vous abreuve de scénarios de transition bas carbone. Par exemple, ce qu'on appelle le World Energy Outlook, de publication phare de l'Agence internationale de l'énergie, est sorti ce matin. Et on vous dit, voilà, transition bas carbone, neutralité carbone à l'horizon 2050. Et quelque part, derrière tout ça, ça veut dire de la technologie. Et donc, ça veut dire un certain volume de métaux qui vont être consommés. Donc, on va se poser la question du combien. Le combien, c'est important. Pourquoi ? Parce que notre Terre est finie. Les ressources sont en quantité limitée. Bien évidemment, on pourra peut-être aller les chercher dans l'espace ou dans les fonds marins, bien évidemment. Mais quelque part, déjà, évaluer, c'est quelque chose d'important. On va se poser aussi la question du qui. Qui les produit ? Parce que quelque part, si on les produisait dans notre jardin, si du côté de Brest, on avait des mines de cobalt, de nickel et de lithium, on ne se poserait peut-être pas la question des dépendances. Or, bien évidemment, derrière cette question du combien, il y a aussi la question de qui le produit. Pourquoi ? Parce que malheureusement, notamment un pays comme la France, n'est pas un gros producteur de métaux et non plus de minerais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser une technologie, on va aller chercher dans un pays qui, lui, extrait ces métaux. On va se poser aussi les questions, à quel coût on extrait ces métaux. Alors quand je dis coût, je vais pas me limiter au seul coût économique. L'intérêt, c'est de regarder aussi le coût environnemental et le coût social. On va aussi s'intéresser à nos modes de consommation et de production. Parce que quelque part, est-ce qu'on est finalement obligé de faire la transition ? Oui, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. On fait cette transition. La question, c'est quel mode de consommation on peut avoir par rapport à cette transition ? Est-ce qu'on continue tous à rouler dans des voitures qui deviendront potentiellement électriques et avec quelles conséquences ? Donc ça veut dire aussi s'interroger sur nos propres comportements par rapport notamment à nos actes de consommation. Alors quand je vous disais tout à l'heure qu'on est assis sur un monde de matières premières, je vais vous donner une réalité qui n'apparaît pas, j'allais dire, quotidiennement lorsque vous vous levez tous les matins et que vous posez le pied par terre. Pour vous, on a extrait, au niveau mondial, 36 kilos d'extraction. C'est-à-dire qu'on a été chercher pour vous 3,6 kilos de minerais métalliques. On a été chercher 5,4 kilos d'énergie fossile. On a été chercher 9,2 kg de biomasse et on a été chercher 18 kg, 17,9 exactement, de minerais non métalliques. Les minerais non métalliques, c'est quoi ? C'est le sable, c'est le gypse, c'est les granulats. C'est ce qui va vous permettre notamment d'être dans une infrastructure comme ça, de poser le pied par terre et de rouler sur des routes, des autoroutes. Et ça vous permet en gros de faire la majeure partie de votre activité quotidienne, c'est-à-dire vous vivez sous un toit, et bien évidemment, pour construire ce toit, il a fallu qu'on aille chercher des minerais qui ont des usages qui sont complètement divers. Alors bien évidemment, c'est une moyenne mondiale, par jour. C'est par jour, et c'est par personne. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? C'est que vu que c'est une moyenne, dites-vous bien qu'un Européen, il n'est pas à 36 kilos, il est plutôt autour de 45, alors que une personne qui vit notamment dans un pays en développement ou peu développé, lui, il est plutôt autour de 15-20 kilos selon les infrastructures qui sont mises en place. Vous voyez, déjà, on a un bilan matière. Dès notre réveil, on a été extraire pour nous ces 36 kilos par jour et par personne. On ne s'en rend absolument pas compte. Alors, ce qui est très intéressant aussi, vous ferez le test chez vous ce soir, quand vous allez rentrer chez vous. Vous allez regarder votre foyer, vous allez regarder votre maison et vous allez vous dire qu'en moyenne, pareil, on a 2,5 tonnes d'équipement chez soi. Si vous prenez en compte les machines à laver, le lave-vaisselle, les tiroirs, les lits, les tables, tout ce que vous avez, les téléviseurs, on a 2,5 tonnes. Pour faire ces 2,5 tonnes, il a fallu aller chercher 45 tonnes de matière. On a été excaver 45 tonnes de matière pour chacun des foyers français. C'est comme si vous aviez 18 hippopotames dans votre maison. Alors, je fais des équivalents hippopotames parce que généralement, ça parle. C'est-à-dire, vous essayez de faire rentrer les hippopotames chez vous, vous allez voir, c'est pas forcément évident. Pour ces 45 tonnes de matières premières excavées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a dépensé 6 tonnes d'équivalent CO2.
Alors 6 tonnes d'équivalent CO2, généralement, ça ne veut rien dire. On ne se pose pas forcément la question de ouais, qu'est-ce que ça veut dire 6 tonnes. C'est 3 allers-retours Paris-New York. C'est 3 fois le budget carbone que vous allez avoir en fait en 2050 si on veut être autour de la neutralité carbone. Chaque Français ne devra pas dépasser 2 tonnes équivalent CO2. En moyenne, aujourd'hui, on en est à 10. Voyez. Donc ça veut dire aussi que notre bilan matière, il se concrétise aussi par des émissions de CO2. Alors bien évidemment, ce n'est pas vous qui les dépensez, hein, mais c'est l'industrie qui va aller chercher le métal, le bois pour faire vos meubles, pour faire votre électroménager, qui lui va dépenser des émissions de gaz à effet de serre pour aller produire les biens. Le problème, c'est que, si vous voulez, on a complètement invisibilisé cette petite chose-là qu'on vous a demandé d'éteindre. Elle pèse 200 grammes. Pour aller la fabriquer, il faut 200 kilos de matières premières, de matières qu'on va aller chercher dans le sol. Donc déjà, vous pouvez vous dire la chose suivante. Si pour faire 200 grammes, il a fallu 200 kilos, qu'est-ce qu'on fait des 199,8 kilos qui restent? On appelle ça des déchets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on produit aujourd'hui, lorsqu'on produit petit, on produit du déchet. Mais alors ces déchets, pareil, hein, c'est la grande invention du préfet poubelle, hein, c'est d'avoir mis un couvercle sur nos déchets et donc de les avoir cachés. Eh bien, ces déchets-là, on ne vous a jamais montré, en fait, il n'y a aucune image lorsque vous allez acheter un smartphone dans un magasin. On vous dit, voilà, ça c'est le smartphone, ça ce sont les déchets. Ben voilà, dites-vous bien que 200 grammes, il y a 199,8 kilos de déchets qui sont associés. Alors dans le monde, on extrait de plus en plus de choses dans le sous-sol. Hein. Pour l'instant, je ne suis même pas encore rentré dans les seuls métaux. Vous voyez, on était à 20 milliards de tonnes dans les années 70, on est à plus de 100 milliards. Hein, on a multiplié par 5. Alors c'est le développement économique, hein, bien évidemment. Vous pouvez voir d'ailleurs que la pente, elle s'est accélérée à partir des années 2000. Hein. Pourquoi? C'est le développement de la Chine, tout simplement. Hein. Quand vous avez 1,4 milliard d'habitants qui s'industrialisent, bien évidemment, ça va avoir un impact un tout petit peu plus important que le Luxembourg quand il s'est industrialisé, hein, ou Saint-Marin, bien évidemment. Et le problème, c'est encore une fois, derrière ces 100 milliards, la question qu'il faut se poser, c'est la soutenabilité de ces extractions au niveau international. Alors, lorsqu'on regarde les seuls métaux, vous voyez, c'est la petite partie grisée de ces figures. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez le global, on est autour de 100 milliards. Lorsque vous passez au niveau des métaux, enfin des minerais métalliques, hein, le minerai métallique étant en gros ce qu'on va aller chercher dans la mine, hein, avant qu'il soit transformé, raffiné notamment en métal. Vous voyez qu'on était autour de 2,5 milliards dans les années 70, on est autour de 10 milliards. Potentiellement, on pourrait quasiment doubler, voire tripler cet appel aux minerais métalliques à l'horizon 2050. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller creuser peut-être plus profondément. On va peut-être aussi aller élargir aussi les trous qu'on a déjà faits. Et puis, ça veut dire que potentiellement, on va aller ouvrir ou rouvrir des mines. Et donc, il y a véritablement quelque chose de fondamental à comprendre. C'est le mode à la fois de production et les objectifs qu'on s'est fixés en matière de décarbonation vont avoir un impact sur ces minerais, notamment métalliques. Donc, on a déjà une problématique, j'allais dire, du volume qu'on va devoir aller extraire. On a un autre problème, Houston, c'est que le monde se complexifie. Alors généralement, quand je dis à mes étudiants que le monde est complexe, je leur dis, oui, enfin, si on s'arrête là, on n'a absolument rien dit. Dans le domaine métallique, se complexifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous étiez au XVIIIe siècle et qu'on fabriquait des moulins, en fait, il ne nous fallait pas grand-chose. Il nous fallait du bois, il nous fallait du fer, il fallait en gros quelques éléments du tableau de Mendeleïev. Lorsque vous arrivez à la machine à vapeur, vous voyez déjà, on a recours à 5-6 éléments, voire moins de 10 éléments. Et puis, la première Ford E-T, on est autour déjà d'une vingtaine d'éléments. Et puis aujourd'hui, lorsque vous regardez encore une fois cette petite chose-là, c'est entre 45 et 55 métaux, minerais, substances que l'on va mettre dans votre téléphone. C'est ça la complexification technologique. C'est rajouter des métaux en toute petite quantité, généralement, hein, parce qu'encore une fois, 200 grammes. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a 1 kilo de cuivre, mais il y a du cuivre, il y a des terres rares, il y a un petit peu de cobalt,
parce qu'il y a une batterie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus, vous imaginez la difficulté. Vous allez mettre dans un appareil comme ça plein de métaux différents que vous allez mélanger. Donc imaginez si vous recyclez cette petite chose-là, bien évidemment vous l'avez mélangée. Comment vous séparez? À quel coût? Quelle dépense énergétique pour séparer notamment les éléments que vous avez mis? En plus, vous rajoutez à cela qu'à l'intérieur de ça, vous avez du verre, du plastique, vous avez des éléments qui ne se recyclent absolument pas. Donc en gros, on crée des éléments, on crée des produits qui concentrent des problématiques métalliques, des métaux, et qui, quelque part, ne prennent absolument pas encore en compte la problématique notamment du recyclage. Alors, on a aussi 3 éléments qu'il faut regarder quand on parle des métaux. C'est le fer, le cuivre et l'or. Ces 3 éléments-là, c'est 65% des extractions mondiales. Alors, vous pourriez vous dire, bon, le fer, on l'utilise un peu partout, hein. Il y a du fer, notamment dans la construction. Le cuivre, on l'utilise aussi partout, hein, parce que pour que cette séance, notamment, soit retransmise en live sur YouTube, il faut des connexions, il faut du cuivre, hein. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a 3 ou 4 fois mon poids en cuivre dans cette salle, hein, rien que parce que vous avez un éclairage, vous avez des connexions au réseau. Et puis l'or, on peut se poser la question, par contre, là, pour le coup, de l'or, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher 300 000 tonnes d'or tous les ans dans le sous-sol, tout en sachant bien que l'or industriel, c'est autour de une quinzaine de % de la quantité d'or qui est extraite dans le sol. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de regarder, pour le minerai de fer, on va chercher 3,1 gigatonnes, donc milliards de tonnes de minerai de fer, et on va obtenir 2,5 milliards de tonnes de production. Donc ça veut dire que le rendement, il est plutôt pas mal. Lorsque vous êtes au cuivre, on a 2,7 milliards de tonnes de minerai de cuivre et on va récupérer 21 millions de tonnes de cuivre. Vous imaginez déjà? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà un problème notamment de concentration et, j'allais dire, de rendement. On va appeler ça un rendement, vous allez voir, on va le caractériser autrement un tout petit peu plus tard. Pour l'or, alors là, on est en plein délire total. Pourquoi? Parce que 2 milliards de tonnes extraits pour récupérer 300 000 tonnes d'or, on peut vraiment se poser la question de là, c'est même pas une histoire de rentabilité, parce que je voudrais pas dire rentabilité environnementale, mais quelque part, se dire qu'on va chercher autant dans le sous-sol pour récupérer aussi peu, ça pose véritablement un vrai problème, là, pour le coup, environnemental. Ces 3 éléments, c'est 65% des extractions mondiales. C'est aussi une large partie des émissions de gaz à effet de serre qui vont être émises par le secteur minier. Alors, on a aussi une autre difficulté, c'est qu'on a des technologies bas carbone. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce petit tableau, c'est assez simple, hein. Vous avez les technologies qu'on doit utiliser pour la transition, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, le solaire à concentration, tout ce qui est bioénergie, la géothermie, le nucléaire, le réseau électrique, les véhicules électriques, l'hydrogène. Et puis en colonne, vous avez les métaux. Alors généralement, quand on parle des métaux, certains experts viennent et vous disent qu'il y a des métaux de la transition. Et quand on vous dit métaux de la transition, généralement on vous dit c'est le lithium, c'est le cobalt, c'est les terres rares. Non, pas du tout. Les métaux de la transition, regardez, hein, c'est ceux qui sont utilisés dans toutes les technologies. C'est quoi? C'est l'aluminium, c'est le cuivre et c'est potentiellement aussi le nickel. C'est eux qui sont utilisés pleinement dans la transition bas carbone. Pourquoi? Parce qu'on se focalise généralement, vous savez, c'est un peu la théorie du lampadaire, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup les prix quand on fait de l'économie, ce qu'on appelle de l'économie minérale, et qui a les prix les plus volatiles? Généralement, c'est le lithium, c'est le cobalt. Alors ça plaît, c'est très journalistique, hein. Le cuivre, on n'en entend pas du tout parler, alors que potentiellement, le cuivre, c'est le métal le plus contraint de la transition bas carbone. Pourquoi? Parce que, regardez, il va être utilisé partout, hein. Que vous vouliez relier un panneau solaire, une centrale éolienne, un futur électrolyseur, ou que vous utilisiez un véhicule électrique, vous avez du cuivre à l'intérieur, hein. Et vous n'en avez pas, ça se compte en plusieurs kilos, hein. Je ne sais pas si vous êtes venu à pied ou en voiture, mais si vous avez un véhicule thermique, c'est 20 kilos de cuivre. On n'a pas l'impression d'être assis sur 20 kilos de cuivre dans un véhicule thermique. Mais si vous êtes dans un hybride, vous êtes à 40.
Puis si vous montez dans un véhicule électrique, vous êtes à 80, en moyenne. Vous voyez ? Donc en gros, à chaque fois qu'on va substituer un véhicule thermique par un véhicule électrique, on va multiplier par 4, juste pour le secteur du transport, le volume de cuivre consommé. Donc ça veut dire, encore une fois, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, j'insiste. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire la transition bas carbone. Mais c'est déjà avoir en tête cette réalité que, en gros, si on consomme 100 de cuivre pour le secteur automobile en France et qu'on produit tous les véhicules électriques, on va consommer 400 pour faire les véhicules électriques maintenant. D'accord ? Donc ça veut dire potentiellement, vu qu'on ne produit pas de cuivre, potentiellement des problématiques notamment de dépendance. Et pourquoi, généralement, lorsqu'on parle de métaux, on en vient aussi aux véhicules électriques ? Là, il ne faut plus avoir une lecture en colonne, il faut avoir une lecture en ligne. Lorsque vous installez du solaire, vous voyez, vous allez avoir une problématique aluminium et cuivre. Lorsque vous installez des véhicules électriques ou des batteries, vous avez une problématique sur l'aluminium, le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel et les terres rares. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, ce dont on vous parle tous les jours, c'est-à-dire le véhicule électrique, potentiellement, c'est celui qui va nous poser le plus de problèmes. Alors, bien évidemment, il va nous poser le plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je dis toujours, les véhicules thermiques ne sont pas faits en carton non plus. Dans les véhicules thermiques, il y a beaucoup de métaux, bien évidemment. Sauf que les véhicules électriques, ils vont avoir une caractéristique un peu différente, c'est que lorsqu'on parle de matériaux stratégiques, c'est-à-dire en gros ceux dont on ne produit pas et qui sont entre les mains de pays qui ne sont pas forcément nos amis ou nos alliés, eh bien en gros, la facture elle est multipliée par 6. Donc en gros, si je veux me résumer, on peut avoir 6 fois plus de problèmes lorsqu'on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Mais encore une fois, ça doit nous interroger, non pas de ne pas le faire, mais ça doit nous interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter nos dépendances. Allez, point d'ancrage numéro 1, on consomme de plus en plus de matériaux en volume, et les technologies bas carbone en requièrent une plus grande variété. Voilà. C'est le premier point d'ancrage pour nous, pour ce début de soirée. Deuxième chose qu'il faut regarder quand on parle des métaux, c'est l'abondance dans la croûte terrestre. Alors l'abondance dans la croûte terrestre, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, en gros, vous avez différents types de métaux. Vous avez les métaux dits abondants. En gros, vous allez regarder ce qu'on appelle les ppm, les parties par million. Vous prenez dans votre main une pelletée de ce que vous avez dans le sous-sol et vous regardez si vous avez un petit peu de titane, un petit peu de fer, un petit peu de scandium, un petit peu d'yttrium, un petit peu de magnésium. Généralement, vous allez trouver du silicium, du calcium, du sodium en quantité, de l'aluminium, du fer, enfin ça sera de la bauxite. Après, vous allez avoir des métaux un peu plus rares et puis vous allez avoir des métaux très rares. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure, comme a été dit dans l'introduction, un métaux rare, ce n'est pas une terre rare. Les terres rares, vous allez voir, c'est pas de chance parce que les terres rares ne sont pas rares. Donc en fait, elles portent très très mal leur nom. Ne confondez pas les terres rares et les métaux rares. Les métaux rares, ça veut dire qu'ils sont rares dans le sous-sol. Les terres rares, c'est un groupe de métaux. D'accord ? Et les terres rares portent très mal leur nom. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, elles ne sont pas rares. Des terres rares, il y en a, je n'ai pas envie de vous dire qu'il y en a partout, mais il y en a vraiment beaucoup sur Terre. Le problème, ce n'est pas tant qu'elles soient rares, c'est parce qu'environnementalement, en gros, c'est une catastrophe à produire. Vous voyez ? Mais on reviendra sur le cas des terres rares après. Alors, pour produire des métaux, je ne vais pas décrire toute la chaîne de valeur, mais je vais surtout vous décrire ce qui est important pour nous. C'est-à-dire, vous allez avoir un gisement, on va extraire, on va concasser. Là, il va vous falloir quoi ? De l'eau, de l'énergie. Et vous allez avoir des émissions de gaz à effet de serre. Après, on va obtenir un produit intermédiaire ou concentré. On va faire 2 opérations métallurgiques, l'hydrométallurgie ou la pyrométallurgie. Il va vous falloir de l'eau, de l'énergie. Il y aura des gaz à effet de serre. Et puis, vous allez avoir votre métal. Et puis, il va vous falloir de l'eau, de la purification, donc de l'énergie, et ça va faire des gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va produire, on va passer d'un minerai à un métal, il va nous falloir, en gros, il y a une grande histoire d'amour. C'est la plus belle histoire d'amour que l'homme ait inventée. Le minerai, l'eau, l'énergie. Si vous n'avez pas de minerai, en gros, on ne va pas pouvoir faire des installations, notamment pour transporter l'eau.
Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas utiliser des minerais. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas tout simplement pas les purifier. Et si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez faire aucune opération. Donc ces trois-là, en fait, ils marchent ensemble. Donc c'est la plus belle histoire d'amour en fait qu'on ait inventée dans le développement économique. Et vous allez voir, ça va avoir de l'importance. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, j'ai répété au moins 4 fois, eau, énergie, gaz à effet de serre. Et donc, quelque part, la véritable question, c'est est-ce que la mine, c'est le nouveau Mordor? C'est-à-dire, est-ce que, quelque part, on n'est pas en train de créer, avec notamment ces transitions, quelque chose qui va être un tout petit peu inarrêtable? Alors, là où on va avoir un premier problème, je vais aller regarder le cas du cuivre. Vous voyez, cuivre, son abondance dans la croûte terrestre, c'est 60 mg par kilo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau mondial, selon les mines, on va avoir une concentration de cuivre dans le minerai comprise entre 0,3% et 2%. Au Chili, qui est le premier producteur mondial, on a une concentration de 0,64%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand je vais prendre 1 tonne de minerai, je vais récupérer 6,4 kg de cuivre. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait des déchets miniers? Alors c'est très simple, hein, l'industrie minière, elle est très shadock, hein, c'est-à-dire qu'elle fait un trou, elle récupère des déchets miniers, elle rebouche le trou qu'elle avait fait quelques décennies plus tôt. Donc quelque part, ça retourne à la mine. Le problème, c'est que ça a été excavé, ça a été à l'air, ça s'est potentiellement oxydé. Potentiellement, il y a eu un tout petit peu de pluie, hein, ça arrive, dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Certains métaux lourds vont commencer à ruisseler. Et puis, ces métaux lourds, ils vont ruisseler où? Malheureusement, généralement dans la terre, et ça peut aller où? Vers des nappes phréatiques, par exemple. On va en faire des ponts aussi, on va en faire des routes, on va en faire, dans le nord de la France, hein, chaque fois que je fais une conférence là-bas, ça s'appelle des terrils, hein, vous voyez, c'est des terrils de charbon, c'est du déchet de charbon. Hein. Et on fait ça avec ces déchets-là. Mais si on revient à notre problème de concentration, si je vous disais que au début du siècle dernier, la concentration, elle était 2 fois plus importante. Ça veut dire que potentiellement, plus on avance dans le temps, plus on a besoin de ces métaux, moins les métaux sont concentrés. Donc on a besoin de plus d'énergie, plus d'eau, et donc logiquement, ils vont coûter plus cher. Et donc les impacts environnementaux vont être de plus en plus importants autour de la mine. On a un autre, j'allais dire, problème d'ensemble, c'est que toute cette industrie, lorsque vous mettez bout à bout les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie minière, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va regarder juste la moyenne. Hein. L'industrie minière, elle consomme 14% de l'énergie mondiale. C'est-à-dire qu'il y a 14% de l'énergie produite au niveau international qui est uniquement utilisée pour aller extraire, raffiner des minerais. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on est à 16%. C'est-à-dire qu'en gros, 1/7 des émissions mondiales, ça sert à produire des minerais et des métaux qui vont rentrer dans des technologies qui vont nous aider à décarboner. Alors, je sais que l'économie doit être circulaire, mais là, on a une circularité, je ne sais pas si elle est véritablement vertueuse ou pas. Alors, lorsqu'on parle de concentration, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, 6,4 kg pour 1 tonne. Cette photo a été prise à la mine de Palabora. Alors, je vous rassure, on n'a pas trouvé un œuf de dinosaure comme ça au sein de la mine. C'est juste pour vous montrer, c'est ce qu'on a récupéré en cuivre par rapport au trou de la mine qui a été fait. Vous voyez, c'est ça le problème de la concentration. C'est-à-dire qu'on a récupéré cet œuf de dinosaure là, par rapport à tout le trou qui a été fait. Cette mine-là, elle est comparable à une autre mine qui est au Chili, qui s'appelle El Teniente. Alors, c'est là où vous voyez qu'il y a un côté très très shadock de ces questions minières. 4500 km de galerie dans cette mine. La longueur nord-sud du Chili, c'est 4200 km. Donc vous imaginez, ils ont creusé quand même. Hein. 10 000 employés. On a 3 casinos. Alors c'est formidable parce qu'en gros, ils ont inventé un peu comment dire, c'est un peu comme le système fordiste, hein, c'est-à-dire vous creusez, vous gagnez de l'argent que vous allez dépenser dans le casino le soir, le casino appartenant bien évidemment à la compagnie minière. Et puis autre point important, c'est que cette mine, elle est située comme, on va dire, 80% des mines au Chili,
dans un endroit où il y a du stress hydrique. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas d'eau. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une grande histoire d'amour entre l'eau, l'énergie et les minerais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire monter l'eau ? Tout simplement, on a été désalinisé de l'eau de mer, qu'on a fait monter en gros par des gros tuyaux, avec beaucoup d'énergie pour alimenter la mine. Vous voyez ? Donc là, il y a quand même un côté, encore une fois, un tout petit peu Shadok. Tout ça nous amène à une notion que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle la criticité. On dit qu'un métal, il est critique. Alors, critique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, il y a peut-être des problèmes géologiques, il y a peut-être des problèmes géopolitiques, il y a peut-être des problèmes économiques, et il y a peut-être des problèmes environnementaux et sociaux. Alors ça nous amène à notre point d'ancrage numéro 2, qui est finalement, on a la criticité. Alors, vous l'avez peut-être pas senti, mais on a parlé de géologie, on a parlé de problèmes de concentration, on a parlé d'économie, parce que je vous ai dit, on a besoin de plus d'énergie, donc les métaux vont être sûrement leur coût va être beaucoup plus élevé. Géopolitiquement, je ne l'ai pas abordé parce que je l'aborderai à la fin. Et puis environnementalement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va aller continuer à creuser ou plus profond ou en largeur. Pour tout vous dire, une mine, on a l'impression aussi que, je reviens juste sur ma photo de la mine, on a l'impression qu'une mine, c'est un trou. Mais une mine, c'est entre 10 et 50 km d'artificialisation autour de la mine. Parce que pour nourrir les 10 000 habitants de la mine, il faut des magasins, il faut des routes pour acheminer tout ce que les gens vont manger, il va falloir des écoles, il va falloir artificialiser massivement. Donc en gros, une mine, c'est pas seulement le trou dans lequel on va aller chercher des minerais, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, c'est un écosystème, une mine. Alors, combien on va en dépenser ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est déjà qu'est-ce qu'il va falloir faire pour investir dans cette décarbonation. À droite, vous avez les investissements dans les technologies bas carbone. À gauche, vous avez les investissements dans les énergies fossiles. Heureusement, on investit plus aujourd'hui dans le bas carbone que dans le fossile. C'est bien. On est passé à des investissements plus verts que bruns. Donc ça, c'est très bien. Aujourd'hui, on est autour de 1 740 milliards d'investissements dans les technologies bas carbone. Pour tout vous dire, si on veut être sur une trajectoire de neutralité carbone, il en faut 2,5 fois plus. Il faut qu'on soit autour de 4 000, 4 500 milliards. Vous voyez ? Donc on est très, 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 très loin de faire ce qu'il faut pour aller vers la neutralité carbone. Mais malgré tout ça, si on se place dans un scénario, allez, on rêve un peu, on se place dans un scénario où on est sur une trajectoire de degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va nous falloir 42 fois plus de lithium. Il va nous falloir 25 fois plus de graphite, 21 fois plus de cobalt, 19 fois plus de nickel, 8 fois plus de terres rares et 3 fois plus de cuivre. Et ça, c'est juste pour le secteur des transports. Vous voyez ? Donc ça veut dire quoi ? Si vous prenez le cuivre, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va passer d'une production de 22 millions de tonnes à une production qui sera autour de 66 millions de tonnes. Il va falloir y aller quand même. Il va falloir aller chercher ces minerais quelque part. Pour le lithium, 42 fois plus de lithium. Le lithium, c'est un tout petit marché, 150 000 tonnes de production. Mais quand même, ça veut dire on va multiplier, vous imaginez, un marché qui est multiplié par 42 à l'horizon de 30 ans. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher du lithium partout où il y en a. Alors du lithium, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, on va voir, il y en a beaucoup. Ça, c'est au niveau mondial. Quand on est au niveau européen, lorsque vous regardez dans ce qu'on appelle un scénario de haute demande, il va falloir 21 fois plus de lithium que ce que l'on consomme aujourd'hui. 16 fois plus de nickel, 6 fois plus d'aluminium, 10 fois plus de cuivre. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont quand même très, 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 très importants. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question un tout petit peu autrement. On s'est dit, OK, on va essayer de projeter les demandes. Alors on a un modèle de ce qu'on appelle de prospective. Et derrière ce modèle de prospective, on a véritablement représenté tout l'environnement, les coûts de production, ce qu'il faut en eau, ce qu'il faut en énergie, etc., etc.
Et lorsqu'on fait des calculs, on s'aperçoit de quoi? Alors c'est un tout petit peu, je vais vous en commenter un, mais vous allez voir, finalement, c'est très pédagogique. Le 32%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va consommer dans un scénario 2 degrés, c'est-à-dire en gros, on va vers la neutralité carbone, on va consommer 32% des ressources mondiales de lithium à l'horizon 2050. C'est ça que ça veut dire. 32%. Est-ce que vous trouvez que ça fait beaucoup? Ouais. Alors, la première fois qu'on a donné ce chiffre, on a eu diverses réactions, parce que quelque part, on nous disait, mais 32%, finalement, ça veut dire qu'il en reste. Hein. Effectivement, il en reste 70%. Hein. J'ai presque envie de vous dire, il y a aussi un problème dans cette transition bas carbone, c'est qu'on vous parle toujours de l'horizon 2050. Le monde ne va pas s'arrêter en 2050. C'est-à-dire que les efforts qu'on va faire pour aller en 2050, ça veut dire qu'il va falloir les continuer. Donc en gros, ce qu'on va faire pour aller en 2050, il va nous en falloir encore plus après 2050. Pourquoi? Parce que, excepté une énorme pandémie mondiale qui réduirait la taille de la population, on va encore être amené à croître pendant au moins une décennie selon les scénarios de l'ONU. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, ce 32%, on va l'avoir en tête. Hein, d'accord? On va le garder en tête parce que c'est un des niveaux de pression sur les ressources qui est le plus faible dans toutes nos évaluations, excepté les terres rares. Donc ça veut dire que 32%, on va passer tout de suite au cuivre. Ben, le cuivre, potentiellement, on pourrait consommer jusqu'à 90% des ressources mondiales de cuivre. Donc là, on arrive à quoi? On arrive à ce qu'on appelle un mur de ressources. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous prédire l'apocalypse, hein. Je suis juste en train de vous dire que s'il n'y a pas de politique publique assez forte, notamment pour essayer de limiter la taille des véhicules, la taille des batteries, qu'on rationalise pas un tout petit peu plus en fait nos consommations métalliques, potentiellement on pourrait avoir un mur de ressources. Lorsqu'on fait les évaluations sur de nombreux métaux, hein, vous voyez, on a fait sur le cuivre, l'aluminium, le cobalt, le nickel, le lithium, les terres rares. Si vous êtes sur un scénario 2 degrés, c'est-à-dire qu'en gros, on va vers la neutralité carbone, ce sont nos estimations les plus contraintes. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne peut pas arriver. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce qu'en gros, ça voudrait dire qu'on regarde le monde avancer sans véritablement faire de politique publique. D'accord? Or, généralement, on réagit. Certes, avec retard, mais on réagit. Ça veut dire qu'on pourrait consommer jusqu'à 89% du cuivre, 87% de la bauxite, 83% du cobalt, 61% du nickel, 32% du lithium. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le lithium, c'est un des plus faibles au final. 4% des terres rares. Vous voyez, les terres rares, c'est pas rare. Il n'y a pas de problème. Ce qui est assez intéressant, moi, généralement, c'est ce que je demande au public de regarder, c'est de regarder en fait dans un scénario 4 degrés. C'est-à-dire, en gros, si on continue à vivre comme on vit maintenant, hein, le scénario 4 degrés, quelque part, c'est un scénario dans lequel on ne va pas investir dans la transition bas carbone. Mais regardez, on va quand même avoir des pressions sur les ressources, notamment sur le cuivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le développement économique, il ne va pas s'arrêter. Hein. On ne va pas s'arrêter on espère même que certains pays, notamment en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, vont provoquer leur propre décollage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il va vraiment falloir se poser la question mais est-ce qu'on est sur un mode de production et de consommation des ressources métalliques qui est durable? Alors, on peut faire des trucs qui rassurent. Pourquoi on peut faire des estimations qui rassurent? Regardez, ça c'est un petit tableau que j'avais fait dans un article et je m'étais amusé à regarder la production aujourd'hui. Alors l'article il est sorti en 2024, on avait la production 2022. Hein. Vous voyez par exemple, pour le cobalt, on a une production mondiale de 190 000 tonnes. On a 8 300 000 tonnes de réserves. Si vous faites la simple division, vous faites un ratio de ce qu'on appelle réserve sur production, R sur P, rassurez-vous, on en a pour 43 ans. D'accord? Si vous faites pour le cuivre, on en a pour 40 ans. Si vous faites pour le lithium, on en a pour 200 ans. Si vous faites pour le nickel, on en a pour 30 ans. Et pour les terres rares, on en a pour 433 ans.
Donc vous pourriez vous dire, rendormez-vous, camarades, il n'y a aucun problème de ressources. Le problème, c'est que ça, il faut le mettre en relation avec ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire x42, x21, vous voyez. Donc en gros, on apprécie très 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 mal, au final, la demande. Ce qu'on apprécie mal aussi, et c'est pour ça que la mine, c'est compliqué, c'est que en gros, le niveau des réserves, eh bien, c'est quelque chose, même si on a une bonne estimation du sous-sol, le problème, c'est que les réserves, ça dépend des prix des métaux. C'est-à-dire que plus les prix augmentent, plus on va être incité à aller chercher plus profond et dépenser plus d'énergie, plus d'eau et avoir plus d'impact pour aller chercher les métaux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un monde où, en gros, si vous avez une augmentation des métaux, des prix, potentiellement, vous allez avoir une augmentation des réserves. Vous voyez, donc, c'est un tout petit peu ambigu. On ne sait pas non plus si on ne va pas pouvoir étendre les réserves. C'est-à-dire que tous les territoires n'ont pas été exploités, explorés. Il y a plein d'endroits qui ne sont pas explorés. Un endroit très simple, et c'est notamment les fonds marins. Alors, il y a un colloque demain sur les fonds marins dans lesquels j'interviens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller exploiter les fonds marins. Ce n'est pas mon propos. Mais certains y pensent. Vous voyez. Ce qu'on ne sait pas non plus, et là c'est plutôt positif, c'est on ne sait pas comment on va adopter le véhicule électrique. Est-ce qu'on va véritablement l'adopter tous très rapidement avec les mêmes véhicules, avec les mêmes types de batteries? On ne sait pas. En fait, on a vraiment du mal à estimer les changements technologiques et les choix technologiques. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle l'efficacité matière, c'est-à-dire que dans le temps, il vous faut potentiellement peut-être un tout petit peu moins de matière pour produire le même bien. Vous voyez, ça s'appelle l'efficacité matière. Mais le problème, c'est que si tout le monde adopte la technologie, en gros, vous avez ce qu'on appelle un effet rebond. Et donc, quelque part, lorsque vous parlez de la mine et du minier, vous parlez d'un monde qui est fondamentalement incertain. C'est-à-dire que les estimations du x42, x21, x19, x4, si vous voulez, ce qu'on sait, c'est que ça va être très gourmand, mais il n'y a personne qui peut véritablement dire le facteur multiplicateur par élément. Parce que tout simplement, on fait ces estimations sur des modèles technologiques. Et je vous donne juste un exemple très simple. Si vous regardez le véhicule électrique, depuis très longtemps, on vous parle de batteries qui s'appellent des batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, avec du lithium. C'est ce qu'on appelle les batteries lithium-ion. Depuis quelques années, on parle des batteries LFP, lithium, fer, phosphate. Il n'y a plus de cobalt. Donc si tout le monde achète des véhicules avec des batteries LFP, en gros c'est ce que produit la Chine à l'heure actuelle, si tout le monde achète des véhicules électriques chinois, vous n'avez pas de problème de cobalt. On ne va pas contraindre la ressource cobalt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choix technologiques qui sont faits sont primordiaux dans les évaluations, notamment de besoins en métal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme point d'ancrage numéro 3? Quand on parle de métaux de la transition, quelque part, moi, c'est ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est les métaux communs, c'est-à-dire l'aluminium, le cuivre, le nickel, sont aussi importants que ceux dont on vous parle tous les jours, c'est-à-dire le lithium, le cobalt, les terres rares. D'accord? Ils sont même plus importants parce qu'ils sont utilisés partout. À retenir aussi, la problématique de l'eau, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il va falloir véritablement qu'on lance des études sur quels sont les besoins en eau du secteur énergétique dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que ça va être véritablement fondamental à étudier. Alors, je ne vais pas vous laisser sans solution, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? On peut faire ce qu'on appelle de la mobilité soutenable. Alors, c'est quoi la mobilité soutenable? C'est un terme très compliqué pour dire des choses très très simples. C'est-à-dire qu'on va faire notamment des transports publics. On construit un tramway en lieu et place que toutes les personnes sont propriétaires de leur véhicule. On a un véhicule, mais ce véhicule, on ne met pas 1,8 personnes comme à l'heure actuelle, mais on en met 2,8 voire 3.
Alors c'est toujours très drôle quand on parle de moyenne en fait d'occupation des véhicules, mais en gros, on passe de 2 personnes par véhicule à 3 personnes par véhicule. D'accord ? Si vous faites ça, c'est très intéressant parce que si vous faites ça, par exemple, sur le cuivre, vous voyez, eh bien, si vous êtes en mobilité traditionnelle, vous allez consommer en cuivre tout l'aire géographique jaune. Si vous êtes en mobilité soutenable, vous êtes en dessous des pointillés noirs. C'est-à-dire qu'on a déjà gagné entre 8 et 20% du cuivre selon les zones géographiques. C'est-à-dire qu'on a quand même des gains qui sont tout à fait envisageables et tout à fait possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi recycler. Alors le recyclage, le médicament, la panacée, un problème de métaux recyclés. Alors je vais juste vous montrer que ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ce n'est pas aussi simple ? Alors bien évidemment, ça va être utile le recyclage. Première chose à dire sur le recyclage, si vous comparez le bilan énergétique et le bilan en eau d'un métal qui est recyclé et d'un métal qui sort de la mine, bien évidemment, il faut aller chercher du métal recyclé. On consomme moins d'eau et moins d'énergie. Pour l'ensemble des métaux, il n'y a pas photo, il vaut mieux un métal recyclé. Après, on a un vrai problème avec le recyclage. Et je vais vous montrer le problème qu'on peut avoir. C'est notamment, en dessous, vous avez un tableau qui est absolument incompréhensible, qui vous donne en gros des poids et des taux de recyclage, c'est pour le cuivre. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ? Vous voyez que par exemple, la construction, les métaux en cuivre de la construction vont se recycler entre 51 et 65%. Je peux vous dire que c'est un très bon taux de recyclage. Vous regardez tout en bas, les biens de consommation, on est entre 25 et 40%. Là, on n'est pas vraiment au même niveau de recyclage. Au niveau des infrastructures, on est entre 50 et 53, plutôt bon taux de recyclage. Quel est le problème ? Ce qui se recycle très bien est immobilisé pendant très longtemps. Pourquoi ? La construction et les infrastructures, c'est des choses qui vont durer 100 ans. D'accord ? Donc ça se recycle bien, oui, mais après 100 ans. Donc en gros, c'est immobilisé très longtemps. Le problème, c'est plutôt les petits biens de consommation. Ceux-là, ils tournent tout le temps. C'est vos téléphones, vos ordinateurs. Qui, dans cette salle, a au moins un téléphone portable dans un placard ? 2 téléphones portables dans un placard. Et vous pouvez... un ordinateur dans un placard ? Un ordinateur, un téléphone portable dans un placard ? Un fer à repasser, qu'on va peut-être réutiliser un tout petit peu plus tard parce qu'on ne sait jamais, il pourrait remarcher. En gros, vous avez tous chez vous l'équivalent, je ne vais pas dire d'une mine, mais vous avez chez vous des appareils électroniques que vous ne voulez pas recycler. Alors c'est tout à fait, vous inquiétez pas, vous faites partie des 80% de Français qui ne recyclent pas leur téléphone portable, par exemple. Il n'y a que 20% des téléphones portables qui sont recyclés. Vous voyez ? Au niveau des ordinateurs, c'est pareil. Je ne comprends pas forcément la logique, parce qu'en fait, et là je fais exprès, je vous embête un peu, mais en fait, rallumez le téléphone portable que vous avez dans votre placard et regardez s'il fonctionne. Il va fonctionner, hop. Mais si vous voulez lancer n'importe quelle application, c'est-à-dire un téléphone d'il y a 10 ans, en fait, 95% des applications d'il y a 10 ans, en fait, ne fonctionnent plus sur votre vieux téléphone. Donc en fait, ça ne sert à rien. Videz-le. Allez l'apporter, recyclez-le. C'est pareil pour les ordinateurs, c'est pareil en gros pour tous les biens de consommation qui sont non recyclés. Et le problème, c'est que ça tourne très vite. Donc si vous voulez, on pourrait avoir des gisements en gros de métaux un tout petit peu partout. Et malheureusement, il n'y a pas forcément en fait ces incitations au recyclage. Après, on a un deuxième problème avec le recyclage. Alors, moi, je me suis amusé à faire un truc très simple. Vous faites ça sur un petit tableau Excel. C'est un truc très, très drôle. Enfin, on s'amuse comme on peut quand on travaille sur les métaux. Vous prenez un taux de croissance de la consommation de métaux de 3% par an. Pourquoi j'ai pris 3%? C'est parce qu'en gros, c'est le taux de consommation actuel. D'accord ? Vous prenez un taux de recyclage à 80% sur la période. C'est-à-dire qu'en gros, tous les ans, je vais chercher 80%, c'est recyclé. D'accord ? Qui va alimenter, bien évidemment, la consommation. Eh bien, vous apercevez que même avec ce taux de recyclage à 80%, on va être obligé, c'est le dernier trait en bas, on va être obligé d'aller chercher 3 fois plus de minerais dans la mine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le taux de recyclage très élevé ne nous préserve pas d'une consommation qui est
très importante, hein. 3% de consommation annuelle, ça veut dire qu'on va doubler notre consommation métallique au niveau mondial tous les 30 ans, 35 ans. Il faut 35 ans pour doubler la consommation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, même avec ce taux de recyclage qui est véritablement extravagant, on va continuer à aller creuser dans la mine. D'accord? Donc ça veut dire que ça ne va pas nous sauver. J'ai même fait une petite autre simulation. On est à 1%. On est à 1% de consommation de métaux. On a des taux de recyclage de 80, 85, 90, 95%. Et là, regardez, oh, alléluia, on va commencer à diminuer notre extraction minière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites de recyclage, mais qu'en même temps, vous ne faites pas une politique de sobriété, ça ne marche pas. Mais ça, vous voulez que je vous dise, c'est parce que c'est encore plus terrible ce que je vais vous dire. Si vous faites une politique de sobriété et que vous faites du recyclage à 95%, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus assez de déchets à recycler et vous êtes obligé de retourner à la mine en fait pour aller créer du nouveau métal. Ça veut dire qu'en gros, on est rentré dans un cercle qui est absolument pas vertueux et on ne peut pas tout miser sur le recyclage uniquement. Il faut de la sobriété, mais il va falloir agencer ces deux politiques pour arriver à faire quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on est aussi obligé de faire? On est obligé d'éco-concevoir. Alors, éco-concevoir, c'est le grand mot, hein, économie circulaire, éco-concevoir. Il n'y a pas 10% des produits qui sont sur le marché actuellement qui sont éco-conçus. Hein. Ça, c'est pas éco-conçu. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que vous pourrez la prochaine fois qu'on vous fera culpabiliser sur le fait que vous ayez des téléphones dans votre placard, vous pourrez dire, de toute façon, c'est pas éco-conçu, on ne peut pas le recycler. On peut quand même recycler une partie, mais en gros, s'il n'y a pas d'éco-conception, il n'y a pas de bon recyclage. Et puis, il faut aussi autre chose, en fait. Il faut qu'on ait des obligations d'incorporation des métaux recyclés dans les produits. Si vous ne faites pas ça, en gros, les industriels, ils préfèrent toujours un produit neuf qu'un produit recyclé. Même s'il n'y a pas de problème de qualité sur les métaux. Un cuivre recyclé, il a les mêmes qualités physico-chimiques qu'un produit qui sort de la mine. Mais on se dit toujours, oui, c'est recyclé. Regardez votre rapport potentiel à des produits de seconde main. Alors, bien évidemment, les jeunes sont peut-être plus à même à aller chercher de la seconde main, mais malgré tout, il y a toujours cette interrogation sur la qualité dès qu'on a du recyclé ou du seconde main. C'est pareil pour les métaux. Mais en tout cas, si vous ne faites pas une obligation d'incorporer des métaux, en gros, dans les technologies, en fait, ça passe pas. Pourquoi? Parce que l'industriel, il va se dire, non, déjà, il va regarder, est-ce que mon métal recyclé, il coûte plus cher ou moins cher que celui de la mine? Pour l'instant, il y a tellement peu de recyclage que c'est des modèles économiques qu'on connaît très peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller miner les océans. Alors ça, c'est la grande mode, hein. Trois sources de potentiel en fait de métaux dans les océans, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Alors c'est surtout ça hein, dont on discute beaucoup à l'heure actuelle, des grosses patates. Ça a la forme d'une patate. Hein. C'est des grosses patates dans une zone du Pacifique. Il y a des petites patates avec très très concentrées en métaux. Bien évidemment, vous imaginez, hein, c'est à en gros plus de 800 mètres. Il faut des machines, il faut des aspirateurs à patates pour ramener tout ça. On ne connaît pas les impacts environnementaux, bien évidemment. On ne connaît pas les impacts de pollution des bateaux. On ne se pose pas la question de la conduite d'eau. Hein. Mais certains y pensent sérieusement et notamment, il y a un grand débat à l'heure actuelle à l'Agence internationale des fonds marins pour savoir si on va pouvoir autoriser notamment l'extraction de métaux. Pourquoi? Parce que c'est dans une zone qu'on appelle la zone. Alors la zone, ce n'est pas la zone au sens du banlieusard parisien, hein, mais la zone, c'est après la ZEE, après la zone économique exclusive. Dès qu'on a dépassé les zones économiques exclusives des États, il y a un grand endroit qui s'appelle la zone. Et cette zone-là, elle n'est pas réglementée. Et il y a des petits pays qui aimeraient bien, hein, les archipels, il y a certains archipels, ils aimeraient bien qu'on aille développer. Pourquoi? Parce que ça fait des rentrées fiscales qui sont très importantes. Vous voyez. Il y a aussi ce qu'on appelle les sulfides polymétalliques. Alors là, vous avez, en gros, c'est des grandes cheminées
Vous savez, les belles cheminées, quand vous montrez, si vous êtes du même âge que moi, c'est les reportages de Cousteau, les fumées qui s'échappent, qui sont très très riches en métaux. En gros, alors là, on n'a aucune connaissance de ces milieux-là. Hein, sachez qu'il y a moins de 10% des océans qui a été cartographié. Donc ça veut dire potentiellement une catastrophe environnementale. Si vous n'avez pas compris que j'étais contre le minage des océans, je ne sais pas comment le dire. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les encroûtements cobaltifères. Alors là, c'est des très belles formations géologiques. En gros, c'est 1 million d'années, 1 millimètre. Et donc, bien évidemment, il y a des gens qui se disent, bah, tiens, si on allait chercher les encroûtements, bah, bien sûr. Hein, donc là, ça serait 10 cm en 10 minutes. Vous imaginez la catastrophe environnementale. Mais sachez que c'est en débat. Alors la France a posé un moratoire, a interdit, alors qu'elle a la 2e zone économique exclusive au monde, elle a interdit l'exploitation. Il y a de l'exploration, mais c'est de l'exploration notamment qui est conduite par l'IFREMER, je crois. C'est pour observer en gros ce qui se passe dans les fonds marins. Je ne vous étonnerais pas si je vous disais que la Chine, la Russie sont très très favorables à l'exploitation des fonds marins. Et pourquoi ils sont favorables ? Bah, tout simplement parce que, par exemple, en cobalt, vous avez 5 fois plus de cobalt en fait dans les fonds marins que vous en avez sur Terre. Vous avez 4 fois plus de manganèse. Vous allez avoir 3 fois plus de nickel. Donc en gros, ces formations géologiques sous-marines, elles sont très très riches en métaux. Donc c'est pour ça en fait, c'est l'appât du gain qui va emmener les personnes pour faire ça. Alors il y a aussi une autre solution, hein, c'est l'exploitation minière de l'espace. Alors là, si on était dans une réalité, j'allais dire, potentielle à quelques années, là, l'exploitation minière dans l'espace, mais sachez qu'il y a de nombreux pays qui se disent « oui, on va pouvoir y aller, on va pouvoir y aller ». Alors, ça pose quelques petits problèmes, bien évidemment, hein, les températures, la poussière lunaire. Mais sachez qu'il y a énormément de startups, notamment aux États-Unis, qui se sont lancées pour essayer de se dire, tiens, on va essayer déjà d'aller miner la Lune. Hein, et là, la réalité, elle n'est pas lointaine. Pourquoi ? Parce que la dernière mission chinoise, c'était pour aller voir s'il y avait de l'eau et s'il y avait de l'hélium en quantité, c'est-à-dire faire des bases lunaires pour que de ces bases lunaires, on puisse après aller vers d'autres astéroïdes. Et notamment, il y a des métaux qui ne sont pas inintéressants à aller chercher. Bon, on ne se pose pas, alors là, pour le coup, on ne se pose absolument pas la question des impacts environnementaux. Je n'ai jamais vu un papier là-dessus. Sachez que les pays les plus avancés là-dessus, ce sont les États-Unis. Hein, Obama, il a lancé ce qu'on appelle le Space Act. Et bien évidemment, aujourd'hui, il y a des personnes, notamment comme Elon Musk, qui se posent la question d'aller miner l'espace ou les astéroïdes. Tout est possible. Il y a des gens qui lèvent des fonds pour aller chercher les métaux dans l'espace. Hein. Notamment, l'agence luxembourgeoise de l'espace a été créée uniquement pour aller chercher des métaux dans l'espace. Alors, on peut aussi se dire, tiens, et si on consommait un tout petit peu moins ? Alors, consommer un tout petit peu moins, ça ne veut pas dire je ne suis pas en train de vous mettre en décroissance, hein, je vous rassure tout de suite. Je suis juste en train de vous dire, tiens, si on se posait la question notamment du surdimensionnement. Hein, vous savez que dans cette petite chose, hein, je me mets dedans bien évidemment, il y a 150 000 fois plus de capacité de calcul que ce qu'il a fallu pour Apollo à se poser sur la Lune. Je ne suis pas sûr qu'on en ait véritablement tous besoin, surtout pour regarder... je sais pas, des séries, des matchs de foot ou des choses comme ça, quoi. Donc en gros, on a des équipements qui sont surdimensionnés par rapport à nos besoins. Alors ça va aussi notamment pour nos véhicules. Hein. Un Français, il fait 26 km par jour en moyenne. On a des véhicules où en gros, dès qu'on a moins de 400 km d'autonomie pour un véhicule électrique, les gens font « Waouh, je peux pas, on ne sait jamais, j'aurai pas d'autonomie. » Oui. On peut aussi imaginer se servir autrement de son véhicule, la partager, la louer, je ne sais pas. Mais en tout cas, le surdimensionnement, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Le partage, alors quand je dis le partage,
Vous avez vécu comme moi la tempête de l'année dernière, étant moi-même paysan breton. On a tous eu besoin, une fois en 20 ans, d'une tronçonneuse. Hein, c'était l'année dernière, le 1er ou le 2 novembre. D'accord ? Mais sinon, je pense qu'on aurait pu partager la tronçonneuse avec toute ma rue. Voilà. Ça s'appelle réfléchir autrement, notamment dans nos achats de produits, de biens, notamment qui ne sont pas forcément utiles, on va dire, plus de 2 fois ou 3 fois dans l'année. Hein. Je ne suis pas jusqu'à partager les tondeuses, mais pas loin quand même. Il faut véritablement rentrer dans une logique de non-propriété. Hein, pourquoi ? Parce que la non-propriété, c'est ce qui fait notamment que l'on va réfléchir autrement, notamment, et notre façon d'appréhender les métaux. On peut penser aussi à faire plus simple. Alors quand je dis plus simple, c'est un peu en rapport aussi avec le surdimensionnement, mais vous avez sûrement entendu parler, il y a beaucoup d'ateliers low-tech dans de nombreuses villes ou dans de nombreuses écoles d'ingénieurs. On commence à se mettre au low-tech. On s'est aperçu tout simplement, les ingénieurs français notamment dans le spatial, ils ont eu une révélation il y a très très peu de temps. Ils se sont aperçus que les Indiens lançaient des satellites pour 15 fois moins que ce qu'ils lancent eux. Pourquoi ? Parce qu'ils font des satellites plus simples, plus petits, qui résistent aussi bien pour l'instant, qui arrivent même à se poser sur la Lune, et tout simplement parce qu'ils ont cet esprit qu'on appelle l'esprit Jougade, c'est-à-dire penser beaucoup plus simplement. L'ère dans laquelle on rentre est une ère de la simplification. Tout simplement parce qu'on a des dépendances, donc on a intérêt à réfléchir un tout petit peu autrement par rapport notamment aux produits, et on a intérêt véritablement à être dans cette ère de la grande simplification. Alors après, j'ai mon côté très directif qui va vous dire aussi, il faut réserver les usages. Alors quand je dis ça, généralement, la moitié de l'auditoire fuit dans la salle. Pourquoi ? Parce que j'ai osé dire un jour qu'il fallait réserver la 5G, par exemple. Réserver la 5G, ça veut dire quoi ? Ou la 6G. Parce que là, la 5G, elle est déjà là, donc on commence à vous parler de la 6G. À quoi ça nous sert ? Vraiment ? À rien. À rien. À regarder les séries plus rapides, à les télécharger plus rapidement sur votre téléphone portable. Quel est l'intérêt social d'avoir de la 6G ? Alors, il y a un intérêt social pour les hôpitaux, oui, potentiellement. Pour le secteur de la défense. Voilà, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, on va se limiter technologiquement. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous faire rentrer en décroissance, je suis juste en train de nous faire rentrer dans un monde aux limites des frontières planétaires. En se disant... Pourquoi je dis ça ? Parce que si on passe à la 6G, c'est 6 milliards d'appareils téléphoniques qui sont remplacés. C'est ça que ça veut dire. Hein. Parce que les téléphones, on les remplace parce qu'il y a une nouvelle technologie de fibre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, il faut s'arrêter. Il faut se dire, qu'est-ce qui est socialement intéressant et logique dans un monde, encore une fois, de frontières planétaires. On est dans un monde de limites. Le problème, c'est que psychologiquement, on nous a invités, et depuis notre enfance, à nous dire dépassez les limites, soyez plus haut. Hein, regardez, Situs, Altius, Fortus, plus haut, plus vite, plus fort. Même la devise olympique, elle nous invite à dépasser les limites. Mais cette devise olympique, en fait, elle ne marche pas dans un monde de limites planétaires. C'est pas possible. C'est pas possible. D'où notamment la sobriété. Et si vous posez la question, et comme ça va faire le tremplin avec la géopolitique, si vous vous dites, tiens, effectivement, en Europe, on n'a pas de ressources. Très très peu de ressources métalliques. On vous a rabâché depuis les années 70 qu'on n'a pas de pétrole non plus, on a des idées. Eh bien, la plus grande idée, c'est de se dire, on va baser notre puissance non pas sur le consommer plus, mais sur la modération. Et donc, il faut qu'on rentre en fait dans ce qu'on appelle l'écologie de guerre. Et l'écologie de guerre, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle la sobriété systémique. Et ça, c'est pas inintéressant, parce que, encore une fois, c'est pas pour tout le monde la sobriété. Hein. C'est pour ceux qui sont au-dessus de la facture moyenne en métaux, en énergie, en biomasse. C'est nous. Hein. C'est nous, c'est pas les pays en développement. Et ça, c'est important. Alors, le problème, c'est que dès qu'on parle de sobriété, hein, j'ai fait une conférence à Nantes l'année dernière et j'utilise toujours ces slides-là maintenant parce que la table ronde, c'était la sobriété est-elle géopolitique ? Et il y avait quelqu'un qui nous dessinait pendant qu'on faisait la table ronde.
Premier slide, vous voyez, c'est bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis sobre depuis 2018. Voilà, donc on était dans la sobriété. Et après, comment on parle de sobriété? Oui, dès qu'on parle de sobriété, on a l'impression qu'on va se pendre, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde va se terminer. Non, mais le monde va se terminer si justement on ne rentre pas en sobriété. C'est l'inverse. Sauf qu'on a l'illusion de croire qu'avec les ingénieurs, on va aller vers le mieux technologique. C'est le mieux technologique, mais ce n'est pas le mieux des limites planétaires. Et ça, c'est problématique pour nous. Après, il y a aussi la question des scénarios. C'est comment on vend la sobriété. Alors effectivement, quand vous vendez la sobriété, c'est extrêmement difficile. Mais ce n'est pas une histoire de narratif. Parce que dans le pays d'Hugo, dans le pays aussi littéraire que le nôtre, qu'on ne soit pas capable en fait de faire des narratifs intéressants et intelligents sur la sobriété, moi je ne peux pas y croire. C'est tout simplement parce qu'on n'expose pas assez les personnes à ces problématiques de surconsommation matériaux. C'est-à-dire qu'en gros, le type de conférence que je fais, j'en fais plus de 50 par année. À chaque fois, il y a des gens qui ressortent et qui me disent mais effectivement, vous me faites prendre conscience de nos consommations. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est faire prendre conscience des consommations aux différentes personnes. Et après, si vous voulez rentrer tout simplement dans une logique où vous voulez expliquer, vous pouvez expliquer déjà plus de consommation, c'est plus d'eau, plus d'énergie, plus de gaz à effet de serre. Et puis sinon, vous pouvez leur faire peur aussi. Vous pouvez leur dire mais c'est aussi géopolitique cette histoire. Pourquoi? Mais parce que regardez, à partir de quand on a commencé à parler de sobriété? On a parlé de sobriété dans les années 70. On avait créé l'ADEME à l'époque, un petit peu plus tard, dans les débuts des années 80. Ça ne s'appelait pas l'Agence pour la transition énergétique, mais ça s'appelait l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Mais on est dans un monde où on multiplie les insécurités à l'heure actuelle. J'ai presque envie de vous dire, ce qui s'est passé en Europe, on pourrait avoir exactement la même chose sur les métaux dans quelques années de la part de la Chine. Nous ne sommes pas armés d'un point de vue géopolitique pour affronter la problématique minérale qui est en train de venir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, lorsque vous regardez, on dépend, comme tout le monde, la moitié des pays du monde dépendent de 3 exportateurs. C'est-à-dire qu'en gros, on a 3 fournisseurs, en moyenne. Vous voulez que je vous dise, pour les terres rares, on en a un, c'est la Chine. Pour le lithium, en gros, on va passer par le Chili, qui doit nous livrer 80% de notre lithium, qui va être après raffiné en Chine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est extrêmement dépendant. On est aussi dépendant à quoi? On est aussi dépendant à ce qu'on appelle les restrictions. Lorsque vous regardez l'OCDE, l'OCDE a produit un rapport et ils nous disent quoi? Ils nous disent tout simplement sur les 10 dernières années, les secteurs qui ont été le plus touchés par les restrictions, c'est quoi? C'est les matériaux stratégiques. En gros, c'est les métaux. Et puis, lorsque vous regardez, vous avez un grand pays qui s'appelle la Chine. Alors la Chine, c'est un grand pays producteur de métaux, mais c'est surtout un grand raffineur de métaux. Il produit, mais surtout il raffine. Il raffine entre 60 et 70% des métaux de la transition bas carbone. Et il produit 70% des batteries qui rentrent dans les véhicules électriques et dans vos smartphones. Ce pays, par exemple, moi j'ai un proverbe, c'est à chaque saison sa restriction. C'est-à-dire qu'en été 2023, ils ont commencé à dire tiens, on va restreindre les exportations de gallium et de germanium. À l'hiver 2023, à l'automne, ils se sont dit tiens, on va faire la même chose sur le graphite. À l'hiver 2023, c'est sur les technologies d'extraction de terres rares. Là, ils commencent à parler de faire des restrictions sur certains autres métaux. Ça va arriver bientôt. Donc ça veut dire quoi? On est complètement dépendant, soumis au bon vouloir, en gros, de Xi Jinping, qui va vouloir décider ou pas de nous embêter sur les métaux qu'on consomme. D'accord? Donc à un moment, il faut se poser la question, comment on réagit? Comment on réagit? Alors, on doit aussi avoir une certaine réalité en face. Vous avez peut-être entendu parler des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. En janvier 2024, ils sont devenus les BRICS+. Ils ont rajouté les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Ils ont ajouté l'Iran, l'Éthiopie. L'Argentine devait y aller, mais en fait, ils n'y vont pas. Lorsque vous regardez, en fait, ces BRICS+, c'est quoi?
C'est tout simplement un club de matières premières. Hein. Ils produisent plus de 50% du pétrole, 50% du gaz. Ils produisent 30 à 40% des céréales mondiales. Ils raffinent entre 60 et 70% des métaux. Donc en gros, vous avez juste en face de vous, en gros, la majorité des pays qui potentiellement pourraient être très, 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 très ennuyeux dans les années qui viennent. Vous avez aussi des nouveaux pays miniers. Vous connaissiez l'Arabie Saoudite pour son pétrole. Moi, je vous présente l'Arabie Saoudite qui va devenir le futur géant minier potentiellement de ce 21e siècle. L'Arabie Saoudite s'est dit, finalement, on va rentrer dans un monde où on va moins consommer de pétrole. Qu'est-ce que j'ai dans mon sous-sol ? De l'or, du cuivre, du zinc, du plomb, de l'argent, du nickel. Ils vont commencer tout simplement à explorer. Et ils ont une toute petite ambition. Hein. Ils ont simplement l'ambition d'être la tête de pont entre l'Afrique et l'Asie. C'est-à-dire qu'ils vont aller développer leur sous-sol, ils vont aller développer le sous-sol africain, et ils vont produire des métaux qui vont rentrer dans des technologies qui vont partir en Asie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux flux commerciaux avec ces métaux qui vont potentiellement passer par l'Arabie Saoudite. Autre problématique, vous connaissez l'OPEP ? Et moi, je vais vous présenter l'OPEM, l'Organisation des pays exportateurs de métaux. Potentiellement, les pays commencent à se dire, notamment l'Indonésie qui produit 50% du nickel mondial, qui est responsable notamment de la très très forte baisse des prix du nickel qui a largement impacté notamment toute l'économie de Nouvelle-Calédonie, ce pays se pose la question du fait de faire un cartel des métaux, des batteries. Et puis, depuis, on va dire, plusieurs décennies, on entend le Chili, la Bolivie, l'Argentine, où se trouvent 60% des ressources mondiales de lithium, qui se posent la même question sur le lithium. Donc ça veut dire que potentiellement, on rentre dans un monde où on risque d'avoir des pays qui se coalisent. Et quand vous avez une organisation qui se coalise, généralement, c'est pas pour nous vouloir beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre côté ? Je veux dire, on peut faire du recyclage, on peut faire de la mobilité. On fait aussi des politiques. Vous voyez qu'on a pris conscience quand même au niveau mondial. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de politiques qui sont relatives aux matériaux critiques. En Europe, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de ce qu'on appelle de la diplomatie minérale. Alors la diplomatie minérale, alors je devrais les changer parce qu'ils sont plus bons maintenant, c'est plus les mêmes. Mais la diplomatie minérale, c'est de se dire tiens, on va aller faire des concessions dans des pays chez des amis. Alors déjà, vous pouvez vous poser la question, est-ce que les amis d'aujourd'hui, c'est les amis de demain ? Pas sûr. Vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que c'est pas un tout petit peu trop tard ? Potentiellement oui. Pourquoi ? Parce que la Chine a commencé à faire ça, de la diplomatie minérale, à la fin des années 90. Vous voyez ? Donc ils sont juste un tout petit peu en avance que nous. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? On fait des listes de matériaux critiques. Alors là, complètement abscon ce slide, mais juste pour vous montrer, l'UE fait des listes de matériaux critiques. Les États-Unis font des listes de matériaux critiques. Le Japon fait des listes de matériaux critiques. Tout le monde fait des listes, comme vous faites une liste sur le frigo avant d'aller faire des courses. Le problème, c'est que vous voyez, on a des éléments, tous les éléments qui sont à droite, c'est des éléments qui sont communs. Posez-vous juste la question, si c'est Trump ou si c'est Harris, est-ce qu'on aura les mêmes rapports de partenariat avec les États-Unis dans 3 semaines ? Potentiellement non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut aussi être en concurrence. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut faire la transition bas carbone. Donc est-ce qu'on ne va pas être aussi en concurrence avec nos alliés sur les questions métalliques ? C'est-à-dire que tout le monde veut avoir les métaux de la transition et mettez-vous juste en tête une personne comme Trump. Vous pensez véritablement qu'il va se dire non, je vous en laisse un tout petit peu, je vais être gentil avec vous, vous aussi vous devez faire la transition. Bien sûr que non. On rentre dans une ère de compétition au niveau métallique. Alors en Europe, et je vais bientôt finir, en Europe, on a un grand plan quand même. On veut que 10% des extractions, 10% de nos consommations viennent de l'extraction sur le sol européen. Ça veut dire rouvrir des mines. Je vois l'enthousiasme. Peut-être un petit souvenir de Tréguennec, où il y a potentiellement beaucoup de lithium.
hein. On pourra en reparler lors de la séance de questions. 40% des métaux consommés, 40% des métaux consommés doivent être sur le sol européen, doivent être raffinés sur le sol européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une industrie du raffinage, hein, qui, entre parenthèses, est partie dans les années 1990 pour aller se délocaliser en Chine. Un recyclage, alors c'est plus 15%, maintenant c'est 25%, avec toutes les contraintes dont on a parlé juste avant. Et puis ne pas dépendre d'un pays tiers à plus de 65%. C'est quasiment impossible d'atteindre cet objectif pour de nombreux éléments, tout simplement parce qu'on n'a pas sur le sous-sol européen. Alors le problème, c'est que quand vous regardez au niveau international, en fait, on fait tous pareil. C'est-à-dire on veut tous augmenter la production domestique, hein, aux États-Unis, dans l'UE, au Royaume-Uni, au Japon. On veut tous faire du recyclage. Ce qui va nous différencier, encore une fois, c'est l'exploitation minière en eau profonde. Sinon, on est des copieurs-colleurs des politiques des autres. Donc, du coup, on va être en compétition, bien évidemment. Et ça, c'est un problème. Autre insécurité. Insécurité, ça va être l'insécurité environnementale et sociale. Pourquoi? Parce que cette petite carte de l'Amérique latine, c'est quoi? C'est tous les points où vous avez des enjeux environnementaux et sociaux en Amérique latine dans le domaine minier. Ça peut être l'eau, ça peut être des activistes écologiques qui ont été assassinés, ça peut être beaucoup de choses. Mais à chaque fois que vous avez un point, vous avez eu un problème. Et lorsque vous regardez, sur les 60 dernières années, 40% des conflits intra-étatiques ont un lien avec les ressources naturelles. Si vous dites qu'on rentre dans un monde de compétition des ressources, nous, on a véritablement intérêt à être dans la modération parce qu'on va s'éviter tout ça. L'insécurité environnementale et sociale, c'est quoi aussi? C'est de se dire oui, oui, oui ou non, non, non. Et non, non, non à quoi? Notamment à est-ce qu'il faut réouvrir des mines en France? Alors en France, il y a un projet d'ouverture de mines dans l'Allier. Alors, c'est loin de chez nous, c'est loin de la Bretagne. Donc, mais sachez qu'il y a des territoires bretons aussi. Tréguenec, c'est identifié comme un gisement d'importance. Dès que le rapport en fait, du ministère de l'Environnement est sorti, il y a un groupe Facebook qui a été constitué non au lithium à Tréguenec. Sachez qu'il y a des oppositions et le problème, c'est le véritable problème de l'industrie minière et de la réouverture des mines, ça va être l'opposition locale. Hein. Mais à un moment, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut véritablement rouvrir des mines en France? Est-ce que dans le monde dans lequel on est-ce qu'on est plutôt dans la modération ou on continue en fait à creuser des trous qu'on rebouchera un tout petit peu plus tard? Donc ça pose question. Ça pose question parce que si vous voulez, cette question de la réouverture des mines en France, généralement, elle est souvent abordée sous le thème « Si on produit sur le territoire français, on produira à des conditions environnementales et sociales meilleures que si on produit dans un pays émergent ». Je pense qu'on est tous d'accord. D'accord ? Ça, c'est un point de vue éthique et moral. On peut l'adopter. Après, quand ça se rapproche de chez soi, est-ce que le point de vue éthique et moral, il est aussi prégnant? Je ne suis pas sûr. Et surtout, on va se poser la question suivante. Lorsque vous allez discuter avec les personnes, notamment dans l'Allier, là où il y a le potentiel projet d'ouverture de mines de lithium, horizon 2028, ils ne vous disent pas, les gens, ils ne sont pas en train de vous dire « Oh là là, on ne veut pas de mines ». Ils vous disent « Pourquoi faire ?» Ils vous disent « Pour quel usage ?» Et ils vous disent un truc très simple. Ils vous disent « Si c'est pour faire des Tesla, c'est non. Si c'est pour faire des Zoé, on peut réfléchir. » C'est-à-dire qu'eux, ils réfléchissent en termes d'usage. Vous voyez ? Chose que ne font pas forcément les responsables. Et puis, ils vous disent tout simplement « Mais combien de consommation d'eau ?» Vous voyez, ils ont compris l'histoire d'amour entre le minerai et l'eau. Ça veut dire que ça, il faut l'entendre. Et notamment, la problématique de répondre à une problématique de transition et se poser la question des usages, c'est quelque chose qui est venu naturellement, notamment dans le débat national sur le public. Moi, je pense que le sujet de la mine en France, ça va être un sujet qui va être viral et qui risque de faire en fait ce qu'on appelle une gilet jaunisation en fait, de la mine en France. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, le véhicule électrique, aujourd'hui, il est plutôt à destination des grandes métropoles, dans des endroits où vous avez, en gros, des zones à faible émission et où vous avez un pouvoir d'achat et des salaires qui sont largement au-dessus du revenu médian français.
D'accord ? Les zones d'extraction, au contraire, sont des zones sans ZFE, avec des revenus médians qui sont largement, en tout cas qui sont inférieurs aux revenus médians français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, derrière la question de la mine, vous avez une vraie question sociale. Et vous avez une vraie question d'inégalité. Donc ce n'est pas un sujet auquel on peut répondre en disant « Ah oui, oui, il faut ouvrir des mines en France parce que sinon, ça sera fait ailleurs et ça sera plus sale. » Non, non, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Une personne dans un ministère à Paris peut réfléchir comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on lui demande de réfléchir. On va lui demander surtout de prendre la question sociale en tout premier lieu. Elle est, à mon sens, véritablement vecteur de vrais problèmes. Et derrière, donc, cette question de la rouverture des mines en France, vous avez cette question. Est-ce que la mine, ce n'est pas le nouveau Mordor ? Alors, à gauche, le film, bien évidemment, vous avez reconnu. À droite, un gisement de terre rare en Chine. Donc ça, c'est une photo réelle. Hein. C'est Bayanobo. C'est le plus grand gisement de terres rares au niveau mondial. 30% des terres rares mondiales sortent de cet endroit-là. Vous avez quoi ? Ça s'appelle aussi le village du cancer. C'est-à-dire estimation de l'espérance de vie des habitants doit être en gros un quart plus faible que sur la Chine entière. Alors je ne suis pas en train de dire que la mine, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas aller vers ça. Donc il faut vraiment se poser la question du raisonnement. Et je finis et je vous montre 4 mondes. 4 mondes possibles. Je ne sais pas lequel est le mieux. À l'heure actuelle, on nous parle beaucoup d'un monde où en gros les marchés seraient libres et il y aurait de l'acceptabilité des projets miniers en Europe. On irait vers ce qu'on appelle une mine 4.0. Une mine qu'on appellerait propre, ça n'existe pas. C'est comme le véhicule propre, comme l'énergie propre, ça n'existe pas. D'accord ? Mais malgré tout, c'est vers là où on voudrait tendre. Le problème, c'est qu'avec les problématiques géopolitiques, vous voyez, on va plutôt rentrer dans un monde de blocs. Où est-ce qu'il ne faut pas aller ? Il ne faut pas aller vers le monde de cartels de matières premières, le monde de l'OPEM. Pourquoi ? Parce que là, c'est un monde... avant, je ne l'appelais pas OPEM, je l'appelais Mad Max. Je pense que vous avez tous l'image. C'est-à-dire, en gros, tout le monde veut la ressource des autres, et donc on rentre dans un monde de conflit. D'accord ? On peut aussi aller dans un monde où il n'y a pas de développement minier en Europe, et c'est la Chine qui fait tout, mais là on est dans un monde extrêmement dépendant de la Chine. Je ne sais pas quel est le meilleur des scénarios. Le meilleur des scénarios, à mon sens, c'est véritablement simplifier, 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 simplifier et réduire. Et pourquoi on réduit ? Parce que tout simplement, tout ce qu'on va devoir faire, ce qu'il va falloir véritablement penser, c'est que on rentre dans un monde métallique. Vous savez, quand vous avez fait vos cours d'histoire, on vous a parlé de l'âge d'or, de l'âge du fer, de l'âge du cuivre. C'est un nouvel âge des métaux du XXIe siècle, parce qu'on a ces doubles transitions. Le problème, c'est que là où on n'avait pas de limite planétaire, on a des limites planétaires, elles sont 9, on en a déjà dépassé 6. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de limite planétaire sur les ressources naturelles, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont conséquentes, finalement, les ressources naturelles de toutes les autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? 1, on prend en compte le territoire. C'est au niveau du territoire que ça se joue. Et ça, c'est fondamental à appréhender. 2, on pense à quoi ? À la simplification. On simplifie nos consommations, on moderne nos consommations. On simplifie nos technologies. On essaye d'atténuer, on essaye de s'adapter dès maintenant. Parce que, bien évidemment, la question de l'adaptation, elle est aussi fondamentale dans les problématiques climatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tous les éléments en main. On a des évaluations, on a des gens qui font des évaluations d'impact. Ça veut dire qu'on ne pourra pas dire dans 40 ans, on ne savait pas qu'on aurait un problème métallique avec la transition bas carbone. Ça veut dire juste qu'il faut la prendre en compte. Et encore une fois, un pays européen comme la France a tout intérêt à montrer la voie de sa capacité à modérer plutôt que de sa capacité à extraire. Je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous voulez plus de contenu encore, j'ai fait plein de podcasts. Donc vous pouvez vous taper mon nom sur Google, vous allez avoir des vidéos. J'ai fait pas mal de petites publications pédagogiques aussi sur The Conversation.
le podcast du Monde, la chaleur humaine sismique, c'est des choses qui sont plutôt très longues. J'ai fait aussi sur le site d'IFP Énergie Nouvelle, par métaux, si vous voulez comprendre pourquoi tel métal il est important. C'est des petits podcasts de 6 minutes. Ça ne dure pas longtemps. Pour les plus érudits, il y a des articles. J'enverrai la présentation ou vous me la demanderez par email, je vous l'enverrai. Il y a des chapitres d'ouvrages, des dialogues avec des créateurs notamment. J'aime beaucoup cet ouvrage, Créateurs face à l'urgence climatique. Pourquoi ? Parce qu'on a dialogué avec une personne qui était une artiste plasticienne et on a parlé modération, on a parlé matériaux et c'est un échange entre un scientifique et une artiste. Et je peux vous dire que vous pouvez trouver le bouquin, mais surtout, vous pouvez trouver sur le site de The Conversation, vous allez voir ma rubrique Emmanuel H, vous allez trouver l'échange qu'on a eu sur YouTube, qui est, à mon sens, l'une des plus belles choses que j'ai faites depuis que je travaille sur les métaux. Ça doit dater de 2020 et c'est encore en ligne. Et puis sinon, il y a les bouquins. Notamment le dernier, Métaux, le nouvel or noir, qui a eu 2 prix, un prix géopolitique et puis un prix d'une association pour des économistes de l'énergie. Si vous êtes intéressé par la sobriété, il y a aussi une géopolitique de la sobriété que j'ai sortie en 2022. Et sinon, le premier ouvrage qui s'appelle Géopolitique des énergies. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai le micro. Il en faut une, je vais risquer. Est-ce que vous avez des exemples de collectivités territoriales qui ont eu des programmes d'action intéressants sur le sujet ? Sur les métaux de manière spécifique ? Alors, il y a une réflexion au niveau notamment de la région Bretagne, qui a lancé un plan décarbonation avec notamment qui a des trajectoires d'implantation d'éoliennes et de panneaux solaires et qui demande en fait un calcul de consommation de matériaux et associé à ces trajectoires. Ça veut dire que on commence à avoir des collectivités qui se disent finalement on n'installe pas que de la technologie quand on installe des éoliennes et des panneaux solaires, on installe surtout des métaux et on va immobiliser des métaux. Et ça c'est important parce que ça veut dire première prise de conscience. Après, je vous ai peut-être paru un peu pessimiste, faut pas. En France, on est très avancé au niveau sur ces questions-là. On est un des rares pays au monde à avoir un délégué interministériel aux matériaux critiques depuis 2 ans. On est un des rares pays au monde à avoir un observatoire français des ressources minérales où en gros on traite de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est dans la galaxie européenne, je ne veux pas dire les mieux armés, mais en tout cas les mieux informés. Et en 2019, le gouvernement français, vous voyez, ça fait 5 ans, une personne qui s'appelle Brune Poirson, vous avez peut-être souvenir, qui était secrétaire d'État au développement durable, a lancé le premier plan d'estimation des besoins en métaux de l'économie française en 2019, c'est-à-dire précurseur, véritablement. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses. On a de l'information en France, on est vraiment leader en Europe sur ces questions-là. Le problème, c'est qu'au niveau européen, on crée des règles, mais on ne met pas assez de financement, notamment au bout, pour essayer notamment d'aller vers des approches un peu différentes, basées sur notamment la sobriété. Bonsoir, merci pour votre conférence. J'avais une question quand vous parlez de recyclage. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs émissions sur les problématiques de transfert de déchets électroniques, notamment au Ghana, avec toutes les problématiques que ça induit, notamment au niveau environnemental, au niveau santé, au niveau social. Et le problème, c'est que quand on confie un appareil ménager ou autre au recyclage, en fait, on ne sait pas où il atterrit et par qui il est traité et de quelle manière. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu la question. Et l'autre question, donc vous parlez de Tréguenec, effectivement, et de ce projet
plus ou moins fantôme parce qu'il semblerait qu'il ait été mis un peu Sous le tapis. Mais il n'est pas pour autant, il n'a pas complètement disparu. La question, c'est est-ce que vous pensez que le fait d'être plus exposé en proximité avec cette problématique de mine puisse faire prendre conscience à la population de ce que cela induit en termes d'impact, notamment environnementaux et sociaux? Voilà, ça fait 2 questions en une. Ouais, les 2 questions sont très pertinentes et merci beaucoup pour ces dernières. Alors sur le premier point, qu'on s'entende bien, maintenant quand on parle de recyclage, notamment dans le plan européen ou dans le plan français, la logique c'est on recycle sur le territoire français et on essaye au maximum d'éviter ce qu'on appelle les fuites de déchets. Et donc c'est la priorité, c'est ça. C'est éviter la fuite de déchets. Mais alors ça veut dire quoi? Et alors là, vous allez voir que là aussi, il y a un côté assez shadow qu'en fait des réglementations européennes. La notion de déchet n'est pas commune en fait à tous les pays d'Europe. Donc ça veut dire qu'un déchet en France, c'est pas la même chose qu'un déchet en Belgique ou un déchet dans un autre pays européen. Et donc en gros, il y a des flux, des transferts de déchets qui passent par d'autres pays pour pouvoir être exportés notamment, qui deviennent matière déchets après. Et donc évidemment, il faut éviter à tout prix ces fuites de déchets, que ça aille dans des pays où en gros on ne sait absolument pas si c'est recyclé. Et quand c'est recyclé en gros avec... En gros, vous avez le combo travail des enfants plus exposition à des matières dangereuses. C'est en gros ce qui se passe dans certains cas. Donc la logique, c'est on recycle sur place. Mais alors, une fois que vous avez dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser les circuits de recyclage. D'accord? Ça veut dire également comment vous dimensionnez votre filière de recyclage. Regardez, à l'heure actuelle, il y a quelque chose de très, très intéressant. On vous parle souvent, encore une fois, des batteries de véhicules électriques en vous disant elles sont recyclables. C'est vrai, elles sont recyclables. Bon, s'il y avait moins de standards, ça serait encore mieux. Mais en gros, on va dire qu'elles sont recyclables. La logique, c'est, vous imaginez, si chacun a son véhicule, vous allez vous-même aller apporter la batterie à recycler au recycleur. Comment on organise ça? Qui c'est qui paye, en fait, ce transport de la batterie Et puis, est-ce que ça serait pas mal, en fait, que le recyclage se situe près de ce qu'on appelle les gigafactories, c'est-à-dire là où on les produit? Est-ce que ça doit être ceux qui recyclent, qui produisent les batteries? Il y a toute la filière à imaginer. Et là, encore une fois, il y a comment vous la dimensionnez? Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un pays comme la France, vous avez 20% de part de marché, c'est du véhicule électrique. Donc, sur 2 millions de véhicules ou 1,8 million, ça fait 180 000 véhicules. D'accord? Mais si vous dites, je dimensionne avec ce niveau-là, vous allez être largement débordé dans quelques années parce que potentiellement, vous allez avoir beaucoup de batteries recyclées. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout de suite, c'est dans 15 ans, en gros. Parce qu'il faut attendre 15 ans pour recycler son véhicule et sa batterie. Donc ça veut dire qu'en gros, vous allez vous engager en gros financièrement pour quelque chose qui va arriver dans 15 ans. Donc il faut avoir une sacrée surface financière en fait pour faire ça. En Suède, il y a un acteur qui s'appelle Northvolt, en ce moment qui défraye un peu la chronique. Ça a été présenté comme l'entreprise la plus verte de Suède. En plus, vous voyez, c'est suédois, modèle social, modèle environnemental. Le problème, c'est qu'ils avaient très, très mal dimensionné leur chaîne de batterie. Ils n'ont pas pu répondre, en gros, à leur principal client, qui était, je crois, BMW. Ils ont perdu 2 milliards d'euros de contrats. Ben là, ils sont quasiment en faillite. Ils vont licencier 1000 emplois. Pourquoi? Parce que potentiellement, ils n'avaient pas la surface financière et ils avaient aussi ce problème de dimensionnement, en fait, de la chaîne de valeur. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais là où vous avez raison, c'est que la première chose à faire, c'est que les matières premières restent sur le sol national. Et ça, c'est fondamental. Et ça, comment on peut faire ça? Il faut de la réglementation. Il faut réglementer. Là, vous êtes obligé. Alors, il y aura toujours des fuites, bien évidemment. Il y aura toujours des fuites. Mais surtout, il faut réglementer. Il faut obliger quand je dis qu'il faut réglementer. Parce que, en gros, le problème, c'est que, si vous voulez, encore une fois, on a un vrai problème, notamment en Europe, c'est qu'on a une énergie qui est très chère. Et le problème, c'est que quand vous travaillez les métaux, que ce soit du raffinage ou du recyclage, vous avez besoin d'énergie. Donc ça veut dire qu'un recycleur en Chine, il aura toujours en fait un prix plus intéressant, un coût beaucoup plus faible pour recycler les matériaux. Donc comment vous gérez ça? Vous voyez, ça c'est une vraie problématique. Sur votre deuxième question, qui est très pertinente,
Vraiment. Est-ce qu'il faut faire un trou pour montrer aux personnes les impacts? Alors, j'ai presque envie de vous dire, oui, pourquoi pas. Mais où est-ce qu'on fait le trou? Parce que quelque part, on le fait toujours au même endroit, en fait. C'est ça qui est un tout petit peu gênant. Moi, je vous propose, on fait ça, mais on fait ça dans les arrondissements à un chiffre parisien. D'accord? On commence par là. Alors, je ne fais pas de l'anti-parisianisme, hein, mais je trouve que c'est très, très facile, en fait, quand on est dans un ministère et qu'en gros, on est très, très, très loin des problématiques extractives, de dire, tiens, si on faisait une mine dans un endroit, vous inquiétez pas, la population va accepter, parce qu'en plus, vous savez, vous n'avez pas d'emploi, donc acceptez-les quand même. Hein. On n'est quand même pas très, très loin du mépris de classe, je trouve, quand on fait ça. Donc ça veut dire, oui, pourquoi pas, mais on commence par ceux qui consomment beaucoup. Et ceux qui vont profiter du véhicule électrique. Voyez. Donc en gros, ces arrondissements-là, parce que c'est là où on va avoir du véhicule électrique, et encore, même pas parce qu'ils ont des transports en commun. Donc vous voyez, je pense que, en fait, mon propos, je suis provocateur exprès. Hein. Mais mon propos, c'est de dire que derrière la mine, vraiment, la question, elle est éminemment sociale. Hein. Parce que, vous voyez, quand j'ai écrit le bouquin « Le métaux, le nouvel or noir », j'ai fait pas mal d'amphis dans des anciennes régions minières. Et je posais la question suivante aux gens, pour vous, la mine, c'est quoi? Et on me disait toujours la même chose. Hein. D'ailleurs, si je vous posais la question, la mine, pour vous, c'est quoi? C'est quoi la première image que vous avez de la mine? Qu'est-ce qui vous vient comme mot? Galerie souterraine, charbon? Hein? Salle? Généralement, on me dit Zola, Germinal... solidarité ouvrière, jardin ouvrier, désindustrialisation. Et en gros, la deuxième question, c'est est-ce que vous aimeriez que vos enfants ils travaillent dans une mine? Alors, il y a très très peu de doigts qui se lèvent, hein, beaucoup moins que de personnes qui ont des téléphones portables dans leur tiroir. Voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas attirant. C'est pas attirant, il y a une image aussi derrière la mine. Donc il y a deux possibilités. Soit on transforme la mine, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand je dis on, c'est les industriels miniers. Donc ça veut dire essayer de la rendre plus propre. Donc ça, c'est possible. Effectivement, on peut moins consommer d'eau, moins d'impact, on peut faire tout en profondeur. Mais à un moment, on va quand même se heurter à cette problématique sociale et à cette problématique de qui va profiter des métaux qui sortent et qui va être exposé aux impacts. Et quelque part, il ne faut pas que ça soit une question, j'allais dire, il ne faut pas allumer le feu d'un point de vue social sur ces questions-là. Donc c'est prendre son temps, pour le coup. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a des besoins. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et moi-même, vous savez, j'ai un parcours de chercheur sur cette question-là où pendant très longtemps, je me suis dit, d'un point de vue éthique, oui, mais vaut mieux que ça soit chez nous, ça sera plus propre. Puis je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut sobriété en premier. C'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que finalement, la mine qu'on va creuser, si vous vous dites, il y a de tels changements technologiques, est-ce qu'on va véritablement avoir encore besoin d'autant de lithium dans les années qui viennent si, par exemple, on change de technologie de batterie? Si on passe aux fameuses batteries sodium-ion, par exemple, potentiellement, on aura besoin de beaucoup moins de lithium. Donc on aura quoi? On aura extrait, creusé un nouveau trou. Pourquoi? Pour quelques années d'exploitation. Donc ça veut dire bien réfléchir. En fait, il faut vraiment peser ce type de décision. Et surtout, il faut écouter ce que les personnes qui vivent à proximité nous disent. La question des usages, elle est fondamentale. Oui. Si l'hydrogène, on arrivait à le produire de manière satisfaisante et avoir des techniques satisfaisantes, oui. Eh bien, à ce moment-là, la voiture électrique, comme on la connaît aujourd'hui, elle disparaîtra très rapidement. Oui, mais alors je vais vous dire, on a fait ce travail, figurez-vous. On a essayé de calculer le contenu en matériaux des technologies hydrogène. Parce que c'est intéressant aussi de regarder de quoi on a besoin quand on fait un électrolyseur. Alors, les électrolyseurs, ils vont consommer pas mal de nickel. Alors, le nickel, il y en a quand même en abondance au niveau international, mais
c'est pas trop le nickel. Enfin, il y a un problème de nickel, mais il y a surtout un problème en fait des platinoïdes, parce que quand on fait des électrolyseurs, il faut des platinoïdes. En gros, le platine, vous savez, c'est ce que vous avez dans vos catalyseurs, dans vos pots catalytiques, par exemple. Il y a beaucoup de platinoïdes, du platine notamment. Le problème, c'est, alors là, je vais peut-être vous effrayer encore plus, mais on va utiliser pas mal de platine et d'iridium. L'iridium, c'est un marché, la production actuelle, c'est 15 tonnes. Il en faudrait quasiment 45 fois plus si on déploie des technologies hydrogène dans les années qui viennent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces problématiques technologiques, effectivement, ça va peut-être nous sauver pour certaines technologies, mais il y a toujours un contenu matériau. Toujours. On est assis dessus. Donc c'est pas forcément la solution la plus intéressante d'un point de vue matériau. Ça serait à regarder et à peser. Oui. J'ai une question concernant le lien entre l'eau et donc les métaux. Est-ce qu'à un moment donné, donc, les difficultés croissantes d'accès à l'eau ne vont pas freiner donc, la possibilité d'exploiter les métaux et donc nous forcer finalement à une sobriété plus rapidement parce qu'on n'aura pas le choix? Alors, encore une fois, très très bonne question. Il y a deux mouvements à l'heure actuelle. Alors, non, je vais commencer par là. Le monde est très mal fait. Les principales régions minières sont toutes dans des zones avec du stress hydrique. C'est une réalité. D'accord ? Donc là où vous avez raison, c'est que vous vous dites, on a une augmentation des températures. À l'horizon 2050, on va avoir un réchauffement qui va être qui sera sûrement supérieur à 2 degrés. Donc ça va renforcer cet effet du stress hydrique. Dans le même temps, on a des technologies minières qui consomment potentiellement moins d'eau. Et là, c'est pas je suis pas en train de vous faire rêver, hein, mais on a vraiment des procédés miniers qui commencent à être très intéressants, notamment dans la production de lithium des salars argentins. Vous voyez, un salar, en termes de zone hydrique, c'est pas mal, hein, c'est des lacs salés. Donc, il y a ce double mouvement, vous voyez. Après, je vais même encore plus complexifier. Je suis désolé, c'est là où vous voyez la problématique, la problématique de l'eau dans les mines, elle est très complexe. La mine dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai dit comment on fait venir l'eau, on désalinise, on fait monter des canalisations pour approvisionner en eau douce la mine. D'accord ? Vous pourriez vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est complètement Shadok. Les populations locales, elles sont divisées en fait sur la question minière. Pourquoi ? Parce que vous avez la moitié de la population locale qui habite autour de la mine qui vous dit « depuis qu'on a la mine, on a de l'eau ». C'est-à-dire que c'est là où c'est très paradoxal. Et là, encore une fois, vous voyez le côté très moral qu'on pourrait poser très très loin de cette mine-là, où on se dit non mais c'est pas possible, il y a du stress hydrique, regardez, ils ont des solutions technologiques qui nous mènent droit dans le mur. Oui, sauf qu'il y a la moitié des gens qui se disent heureusement qu'il y a la mine, sinon on n'aurait pas d'eau. Donc vous voyez la complexité ? D'où la nécessité notamment de faire du terrain et d'aller voir en fait ce qui se passe au niveau du local et du micro, parce que ça, quand vous êtes dans votre petit bureau parisien, en fait, vous pouvez absolument pas le voir. Vous voyez ? Donc c'est très complexe. Après, pour vous répondre, pour vous donner une réponse peut-être un peu plus claire, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu de l'eau, il est pas assez étudié, et 2, pas assez étudié sur les questions minières dans le cadre de la transition bas carbone. Paradoxalement, il y a très très peu d'études qui sont faites sur ces questions-là. Et c'est vraiment l'avenir de la recherche, notamment sur les questions minérales, c'est d'essayer d'évaluer les quantités d'eau nécessaires, et à la fois en quantité et aussi en qualité d'eau, parce qu'il y a les deux facteurs qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il faut prendre en compte un truc très simple, on a l'impression qu'on est environné d'eau, enfin surtout ici depuis cet après-midi. Au niveau mondial, vous avez 0,5% en fait des capacités hydriques qui sont mobilisables pour l'eau douce. Le reste, en fait, vous avez 2,5%, c'est de l'eau douce,
Et sur les 2,5%, vous avez un tout petit carré, le reste c'est de l'eau de mer, hein, donc pas utilisable. Et sur les 2,5%, en gros, 2% c'est plutôt des glaciers ou c'est plutôt de la glace. Donc en gros, sur le potentiel global en eau sur Terre, vous avez entre 0,5 et 0,7% qui est mobilisable. Donc avec les effets notamment de rétroaction du changement climatique sur le stress hydrique, on va vers un problème aquifère, bien évidemment, en qualité et en quantité. Mais n'oublions pas aussi ces effets, en gros, qu'on ne voit pas potentiellement de l'eau dans les mines pour les populations locales. Alors, je sais que vous n'êtes pas économiste, mais vous avez... Je suis économiste. Vous êtes économiste, pardon. Bien sûr, je suis économiste. By education, voilà. Encore comme on mieux. dit. Excellent. Belle erreur pour commencer. Eh ben, Ça vous a... Mais vous pouvez quand même poser la question. Hein. Mais du coup, encore mieux. Excellent. Vous avez dit, c'était juste un mot tout à l'heure, que vous ne preniez pas forcément la décroissance. Ouais. Et en fait, si je mets tous les morceaux bout à bout, j'arrive à ça. Non. Mais alors, du coup, je vais vous dire la logique que j'ai compris et vous allez me dire où j'ai faux. Ouais. Si vous voulez. La courbe, par exemple, par rapport au taux de recyclage. Ouais. Si je comprends bien, c'est que du coup, il faut au moins une économie stationnaire d'un point de vue de l'extraction des métaux. C'est pas de la décroissance. On est en économie stationnaire. Si on est déjà en dépassement, il y a bien un moment où il faut rentrer et le temps transitoire, c'est bien la décroissance. Regardez. On n'a pas forcément. Je vois on me la pose souvent. En fait, je vais revenir sur ce petit graphe ça doit être celui-là. Tac. En fait, on est un tout petit peu au-dessus de l'économie stationnaire. On est autour de 1% par an. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait ces petits calculs, ces petits calculs de coin de table, hein, mais qui sont pas inintéressants. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir moins recours à la mine. Vous voyez ? Là, je préserve encore 1% de croissance de la consommation de métaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, dans les pays développés, on est plutôt proche de zéro, et qu'on continue à avoir de la croissance en fait, dans les pays en voie de développement. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est la distinction pays développés, pays émergents. Là où, en gros, je ne vais pas jusqu'à des solutions de décroissance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la décroissance, ça fait peur. Moi, je prône déjà une approche de la modération, parce que je trouve que c'est plus simple et c'est plus entendable. Et je vais vous donner un exemple très simple. Regardez. Je vais le rapporter à la mobilité. Si vous considérez qu'on va faire du transport public, faire du transport public, c'est ne pas obliger des gens à s'acheter une automobile. Si vous faites un tramway, on est bien d'accord que vous allez potentiellement augmenter la mobilité de nombreuses personnes et vous allez réduire les achats de véhicules. Donc vous allez augmenter la mobilité. Donc ça veut dire que vous êtes toujours en régime de croissance, mais dans une croissance modérée en métaux. Pourquoi ? Parce que vous avez créé un endroit où vous allez mettre 50 personnes dedans, plutôt qu'un endroit où vous allez mettre une personne dedans qui va faire des kilomètres tout seul. Donc en gros, c'est ça la différence entre l'approche par la modération et la sobriété plutôt que de l'approche par la décroissance. Par contre, et c'est là où généralement il faut travailler, d'un point de vue systémique, c'est que personne n'a intérêt à la sobriété, comme d'ailleurs personne n'a intérêt à la décroissance. Quand je dis personne, si vous dites OK, il faut de la sobriété, il faut construire du transport public. Il faut des infrastructures résilientes d'un point de vue métallique. Et ces infrastructures, il faut essayer d'être dans une économie un tout petit peu plus du partage. On reprend l'exemple du tramway, parce qu'en plus, il y en a un là, qui est en train d'être construit. C'est quoi le tramway à court terme ? Des ennuis partout, de la circulation partout. C'est quoi ? C'est un truc, en gros, je pense que quand on est maire d'une commune et qu'on lance un tramway, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? D'accord ? Et pourtant, c'est le type de solution qu'il faut aller chercher. Mais le risque, c'est quoi ? C'est en gros la tragédie des horizons.
Tragédie des horizons, pourquoi? Là, je parle en termes économiques, hein, vous la connaissez peut-être d'un point de vue financier. La tragédie des horizons, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de pouvoirs publics, en tout cas de décisionnaires, qui n'ont pas intérêt à faire ce type de politique. Pourquoi? Parce qu'en gros, le rendement du tramway, vous allez peut-être l'avoir dans 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, parce que en gros, il y aura des mobilités beaucoup plus douces, ça sera beaucoup plus fluide dans 15 ans qu'aujourd'hui. Mais potentiellement, vous aurez peut-être été, j'allais dire, dégagé de votre collectivité assez rapidement, parce qu'en gros, on ne vote que par rapport aux nuisances. On ne vote pas par rapport au potentiel bénéfice qu'on va avoir dans 15 ans. Voyez. Et d'un point de vue même, regardez, budgétaire, c'est la même chose. Investir dans la sobriété, moi les gens me disent toujours, mais non, c'est de la décroissance, vous rigolez. Investir dans la sobriété systémique, c'est investir dans les infrastructures. Ça coûte très cher. C'est des paris. Ce sont des paris d'infrastructures, ce sont des paris de renaissance du collectif. Ça coûte très cher à court terme. Pour quel bénéfice? Le bénéfice, encore une fois, vous l'avez peut-être dans 15 ans. Voyez. Donc en fait, les approches par la modération sont très très compliquées à vendre d'un point de vue politique, parce qu'en gros, vaut mieux en gros ne pas trop faire plutôt que de faire sans attente de retour, j'allais dire à court terme. Et ça, d'un point de vue politique, on ne sait plus faire. Malheureusement. Voyez. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. Et puis vous avez une autre problématique, c'est que les bénéfices dans 15 ans ne sont pas forcément mesurables. Et là, je parle d'un économiste. Hein. Imaginez, on s'était lancé dans les années 70-80 dans une politique qui est on ne consomme plus de gaz à l'horizon 2020. D'accord ? Imaginez qu'on y soit arrivé en 2020. La Russie envahit l'Ukraine, tous les pays européens voient les prix du gaz augmenter. Nous, Français, on n'a pas cette problématique-là. On n'a pas les hausses de prix du gaz parce qu'en gros, on n'est plus dépendant. Comment vous mesurez le prix de la paix? Comment vous mesurez le prix de quelque chose qui n'est pas anticipable à court terme et qui est quelque chose comme les relations internationales, donc la paix, la coopération? C'est très difficile à monétariser. Voyez. Et donc là aussi, quand vous faites votre budget, si vous mettez infrastructure systémique et résiliente d'un côté et vous mettez, en gros, on vivra dans un monde en paix, je pense que votre gestionnaire va vous dire, vous plaisantez. Vous m'avez mis 400 millions d'un côté et de l'autre côté, vous me parlez de la paix, mais moi, la paix, je ne peux pas la mesurer. Tragédie des horizons aussi, parce qu'en gros, le bénéfice n'est pas forcément monétarisable, alors qu'il est fondamental. On pourrait d'ailleurs le monétariser, hein. On pourrait se dire, si on avait consommé du gaz à tel prix, etc. Mais en fait, on se refuse de le faire, généralement. Ça veut dire que c'est un chantier. Une dernière question, s'il y en a une? Pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Comme on l'a dit, il y a le livre qui est possible d'acheter et dédicacé. Et ça permettra de continuer les échanges avec Emmanuel H si vous le souhaitez. Merci beaucoup.